tous et bienvenue. Nous allons pouvoir commencer cette conférence qui est organisée à l'occasion du 2e anniversaire de BIG. C'est une conférence que nous avons souhaité centrer sur l'action et l'accélération de l'action. Exprimée autrement, c'est une conférence où l'on souhaite se poser le temps de réflexion sur la manière dont les acteurs privés et publics, par leur collaboration, peuvent accélérer le retour de plus de biodiversité en ville. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'introduire cet événement et j'en suis heureux pour plusieurs raisons. Car si nous sommes là déjà, c'est grâce à l'engagement de tous nos partenaires stratégiques, financiers, mais aussi techniques et scientifiques, à qui nous adressons un grand merci. Si nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est grâce au travail et au talent de l'équipe de l'OID. Et je tenais à remercier personnellement Delphine, qui pilote superbement ce programme depuis plusieurs années. Et enfin, c'est aussi grâce à l'envie de l'énergie de Sabine Gouetta, désormais présidente du conseil d'orientation de BIG, que nous sommes aujourd'hui réunis pour cette BIG dynamique, sans mauvais jeu de mots, j'ai du mal. Et enfin, je voulais dire qu'on a aussi le plaisir d'être dans un formidable lieu, dans ce pavillon d'Arsenal. Je devais passer la parole à Marion, qui malheureusement, je crois, a eu un petit problème de vélo et qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. Donc, je vais pouvoir continuer tout de suite sur le déroulé de la conférence, qui va se passer en plusieurs temps. Dans un premier temps, on a la chance aujourd'hui d'avoir Gilles Boeuf, qui a un emploi du temps millimétré, mais qui a réussi et qui a accepté de s'insérer dans notre conférence, ou inversement, je dirais. Ensuite, Delphine fera un état d'avancement sur toutes les réalisations de cette année et aussi commencera un petit peu à parler des perspectives de l'année à venir du programme BIG. Nous enchaînerons sur une vidéo de Madame la Ministre Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la biodiversité auprès de Christophe Béchu. Si Madame la Ministre n'a pas pu être présente, elle a souhaité pour autant marquer son soutien à notre programme, notamment dans un contexte que vous connaissez sans doute, avec la sortie prochaine d'une nouvelle stratégie nationale biodiversité pour laquelle les services de l'État vont devoir pouvoir s'appuyer sur des initiatives sectorielles comme celle qu'incarne BIG. Voilà, on va rentrer après dans le vif du sujet sur lequel on a souhaité orienter cette conférence, avec une table ronde intitulée « Comment mettre en mouvement collectivement les acteurs de la ville pour l'action en faveur de la biodiversité ». Cette table ronde, y participeront plusieurs professionnels de différents horizons. Voilà, on laissera enfin la main à Sabine pour nous présenter les perspectives. Sabine Gouetta, ex-présidente de l'OID, cofondatrice de BIG et désormais, comme je l'ai déjà dit, présidente du comité d'orientation. Je vais donc laisser la parole à Pierre Darmé, qui a gentiment accepté d'animer pour la 2e année consécutive cette conférence. Pierre, que l'on ne présente presque plus, est directeur marketing et développement commercial chez les Jardins de Gailly, cofondateur et vice-président du CIBI et grand porte-parole des thématiques de biodiversité en ville. Merci beaucoup Pierre et bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux parce que pour les plans de la caméra, nous n'aurons pas à les faire serrer pour masquer les chaises vides, puisque vous êtes tous venus nombreux. Et ça, c'est important, parce que ça témoigne de cette dynamique qui est enclenchée depuis bientôt 2 ans. C'était en novembre également, c'était rue des Capucines, et, qui est une fleur, vous ne l'aurez pas oublié, également comestible et très attractive pour un certain nombre d'insectes. Ça n'est pas notre premier invité qui me démentira, mais plutôt qui apportera une précision, puisque, comme l'a dit Loïs, nous nous appuyons sur les sciences pour mener ces travaux d'entreprise qui, nous l'espérons, contribueront à cette stratégie nationale de biodiversité avec ce cap
finalement très proche de 2030, puisque ça nous laisse 6 ans pour atteindre ces objectifs. J'ai nommé Gilles Boeuf, professeur à l'université Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, professeur au Collège de France et puis également investi dans différents territoires pour la préservation de la biodiversité. Gilles, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je vous laisse prendre place. Alors, on ne vous présente plus, mais voilà, vous pouvez l'applaudir. Et on va s'installer peut-être en mode un peu plus convivial. Alors, merci encore une fois au pavillon de l'Arsenal de nous accueillir. Et pour ce bref échange, nous avons une vingtaine de minutes ensemble. Gilles, tout d'abord, vous avez une carte blanche pour nous parler de la biodiversité, du lien entre la biodiversité et les êtres humains, et en particulier les citadins, que nous sommes toutes et tous ici. Et puis, une question qui forcément brûle les lèvres de nos spectatrices et spectateurs, c'est et l'immobilier dans tout ça. C'est votre carte blanche, c'est à vous pour 5 minutes de condensé de Gilles Boeuf. Merci beaucoup. Rue de Tâche, 5 minutes pour parler du vivant qui a simplement 4 000 millions d'années derrière lui. Alors, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Je connais pas mal déjà vos secteurs, parce que je suis beaucoup intervenu chez FH, chez Bouygues, chez ICAD, parmi d'autres. Hein. Et l'immobilier, effectivement, est super intéressant parce que finalement, que faites-vous ? Première action très, très bien, c'est de donner un toit à chaque humain. Bon, ça, je crois que c'est un aspect indispensable. Hein. Faut qu'on mange, faut qu'on boive, faut qu'on ait un toit pour se protéger et pour vivre, et comme lieu de refuge. Le côté plus délétère, c'est que quand on construit quelque chose, on détruit du vivant antérieur. Et là où je vais vous rassurer, c'est que ce vivant, il revient. Hein, je prends le cas de Paris, tu vois. Paris, la France, c'est aujourd'hui, on a fait le tour, 7000 espèces de plantes sauvages. On ne trouve pas une nouvelle tous les ans. On a à peu près fait le tour des plantes qui vivent dans la métropole. Hein. Il y en a 1000 dans Paris. Ce qui veut dire que ça donne... Alors, ce n'est pas la forêt tropicale amazonienne, ce n'est pas le récif corallien, mais c'est quand même pas mal, 1000 espèces sauvages sur les 7000 françaises dans Paris. Ce qui veut dire que ce n'est pas perdu. Ça veut dire que vous, dans votre métier, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de vous dire, voilà, je vais construire quelque chose. Alors, les matériaux sont importants, les lieux sont importants, la façon de faire, le chantier lui-même, le développement ultérieur ensuite des humains qui vont s'installer dans ces zones que vous leur avez offertes. Et puis, c'est se dire, mais est-ce que je ne peux pas, dès le départ déjà, penser à une éco-conception ? Ça veut dire que la façon dont je vais mener mon chantier, la façon dont je vais aménager l'environnement, fera que ce vivant, il reviendra beaucoup plus vite que si on faisait comme on faisait avant, une barre d'immeubles pas possible. Vous avez vu les images qui me frappent le plus aujourd'hui, c'est quand on les détruit. On en voit partout. Hein. On met un explosif et on voit tout qui s'écroule en quelques secondes. On a mis des années à le construire. Le vivant, il ne ferait jamais ça. Le vivant ne met rien à la décharge. Donc c'est ça le premier intérêt. Et je vais le créer une seule fois, une fois pour toutes, mais on parle de science avec mon ami. La science n'est pas une opinion. Écoutez, nos hommes politiques actuels sont bourrés d'opinions, ils sont nuls en science. Hein. Et ça crée des problèmes très considérables dans la perception de ces questions de l'environnement aujourd'hui. Donc, il nous faut de la science, bien évidemment, pas des opinions. Il nous faut ensuite de la politique, laquelle ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que tous les partis politiques, si vraiment ils sont intéressés par une réharmonisation de l'humain avec cette nature qui l'entoure, devraient faire de l'écologie scientifique. Ce n'est pas l'apanage des Verts, hein, l'écologie. Troisièmement, je ne dis pas que c'est bien qu'ils existent, mais il faut largement dépasser ce secteur-là. Le troisième aspect, ce sont les citoyens et les ONG. Chacun d'entre nous, on peut être effectivement dans le staff de Bouygues ou d'ICAD ou des FH, qui vous voulez. Vous participez à des actions, effectivement, d'associations et à des actions, ce qu'on aime beaucoup, nous, au Jardin des Plantes, ce sont les sciences participatives. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice sur un protocole scientifique. On ne fait pas tout n'importe comment. Hein. Aujourd'hui, en gros, le muséum, c'est 2500 employés. C'est 20 000 participatifs qui appellent tous les jours. Hein. J'ai vu mon premier oiseau, ma première hirondelle, tel jour à telle heure. J'ai mangé ma première prune de mon jardin. J'ai commencé mes vendanges tel jour à telle heure. Et là, c'est assez effarant. Moi qui étais vigneron en pays catalan, on a gagné en 20 ans 1 mois. C'est pareil en Haute-Côte de Nuit, c'est pareil dans le Médoc. Hein. Donc là, on vit une accélération incroyable de ces processus. Et ce n'est pas le changement climatique qui est préoccupant, c'est l'accélération du changement climatique. Ça va beaucoup trop vite. Hein. Simplement, l'an dernier, le 1er septembre 2022, à Toulouse,
la Garonne, un tiers du débit, 29 degrés. Comment on va refroidir la centrale nucléaire avec une eau à 29 degrés, qui est déjà une eau chaude, hein? Et puis, bien sûr, le problème aussi de la pollution, puisqu'on continue à mettre les mêmes saletés sur les champs. Le débit diminue. Donc, aujourd'hui, les concentrations que l'on observe sont vraiment très préoccupantes. Il y a pas mal d'endroits en France où l'eau du robinet n'est pas potable en ce moment. Et j'étais à l'INSERM il y a quelque temps sur une conférence sur les pesticides. 3500 molécules de la chimie de synthèse inventées par les humains depuis 1950. Qui est capable de me dire l'effet synergique entre la 883e et la 1223e? Pas du tout. Alors on parle du glyphosate, oui. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ces molécules, non seulement elles tuent les abeilles et les vers de terre, mais elles perturbent le développement cérébral d'un bébé intra-utéro pendant la grossesse de sa maman. C'est là que je ne comprends pas. Est-ce que c'est de droite ou de gauche que je vous raconte là? On peut s'en passer ou pas? Arrêtons. Le chlordécone à la Martinique, j'ai très mal vécu. Une molécule interdite, inventée dans les années 58 par les Américains, interdite en métropole. On l'autorise par dérogation en Martinique et en Guadeloupe. On empoisonne ces îles pour 2 siècles. Les cancers de la prostate ont explosé, les cancers du sein chez des jeunes femmes de moins de 30 ans. Alors arrêtons. Tous ensemble, on a vraiment une participation active sur ces questions-là. Hein, on y va, on se retrousse les manches. Donc la relation entre l'humain et le vivant, c'est simple. Hein. Ici, tous là, vous êtes beaux, intelligents et tout, beaucoup plus de bactéries sur vous et dans vous que de cellules humaines. Tiens, c'est intéressant ça. Quand on fait Tara Océan et qu'on part, on quitte l'Orient en 2009, on revient en 2013, on ramène 600 000 séquences sur 4 ans d'êtres vivants pas connus, des virus, des bactéries et des protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux. Alors on me dit, mais les protistes, je m'en fous. Bah oui, mais enfin, les protistes, c'est les levures. Sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français. Oui, ce n'est pas une histoire d'écolo farfelu, ce que je vous raconte là. C'est absolument. Là, vous avez des super beaux cheveux, hein, des beaux trous de nez, c'est rempli de trucs. Hein, je n'ai pas d'image à passer, Pierre, mais je l'ai déjà fait souvent. J'ai une photo en 20 mètres carrés d'un lit humain le matin quand on se réveille. 37 degrés, bien humide, on a transpiré, toutes les humeurs des activités nocturnes sont dans le lit, et on a tous entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Ah, ben oui, qu'est-ce qu'ils mangent? Vos poils, ils mangent vos cheveux, les cellules de la peau qui s'en vont. C'est pour montrer les relations intimes avec le vivant. Donc l'humain, il a besoin de ce vivant parce qu'il ne mange que du vivant. Vous ne mangez pas un cristal de quartz, et puis vous ne coopérez qu'avec ça. Et quand ça déconne, et quand effectivement on commence à travailler dans le mauvais sens sur le système, ben c'est le Covid-19. Hein. 15 gènes. On en a 22 000. Il nous a sacrément embêté la vie. Et ce n'est pas un méchant. Hein. On va arriver à 10 millions de morts. Le H1N1, il y a un siècle qui tue 100 millions d'humains. Il est parti de grippe de canard aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour vous démontrer en quelques secondes que ces histoires de biodiversité, c'est largement aussi important que le climat qui change trop vite. Bien, merci Gilles pour cet éclairage et nous retiendrons qu'un sujet en chassant un autre dans l'actualité, il y a des interactions positives dans notre lit, je ne parle pas d'êtres humains entre eux, mais avec les acariens et pas seulement avec les fameuses punaises dont on nous a rebattu les oreilles pendant quelques semaines. Voilà. Il n'y en a pas eu plus qu'avant, je ne sais pas pourquoi c'est sorti tout ça tout d'un coup. Mais... Vous parliez des 7000 plantes décrites en France métropolitaine, et effectivement, ça exclut tous nos territoires et départements d'outre-mer dont la biodiversité est très riche, dont 1000 à Paris. Je vous invite à regarder sur les internets, parce que finalement, il y a assez peu de documentation papier sur les travaux d'un de vos prédécesseurs, Paul Jovet, qui avait décrit toutes ces sauvages de ma rue, pour reprendre un programme participatif, puisque vous le citiez tout à l'heure, et c'est tout à fait l'esprit du programme BIC, dont Delphine nous parlera tout à l'heure. Alors, maintenant, on en vient à un temps de questions-réponses. Vous avez parlé du changement climatique en disant qu'il est là. La difficulté, c'est qu'il s'accélère. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité, qui est l'équivalent, on l'appelle souvent, du GIEC pour la biodiversité, hein, de ce qu'est le GIEC pour le climat à la biodiversité, a défini 5 grandes pressions sur ce tissu du vivant, puisque je reprends à bon compte ce mot de vivant dans lequel nous nous incluons, toutes et tous, nous représentants de l'espèce humaine. On nous dit que la hiérarchie de ces pressions est en train d'être bousculée par l'accélération du changement climatique. Pouvez-vous nous rappeler ces 5 pressions, et puis qu'en est-il notamment vis-à-vis d'une des pressions qui est majeure en ce qui concerne les professionnels
de la construction des habitats, je reprends aussi votre mot, humains, que sont l'immobilier, l'urbanisme, l'architecture, en particulier ce qu'on appelle le changement d'usage des sols, autrement dit la fragmentation des milieux qui est opérée lorsque l'on urbanise de nouveaux sites. On appelle aussi artificialisation aussi. Absolument. Alors, en fait, elles sont 5. La première qui est claire, qui fait les 2 tiers des dégâts, c'est la destruction pure et simple des écosystèmes. J'ai là une mare, j'ai une forêt, je coupe tous les arbres. Je fais un parking sur ma mare, vous avez détruit en fait un écosystème qui est une construction du vivant sur une géologie antérieure. Bon, destruction des systèmes. Très lié aussi la contamination et la pollution. Tout à l'heure, je parlais du problème des débits de tous les fleuves français qui s'écroulent en ce moment. Le Rhône, tous les glaciers du Zangotthard sont en train de fondre entre la Suisse et puis l'Italie. Vous verrez demain le débit du Rhône. Alors, énergie hydroélectrique, refroidissement des centrales. Alors, on me dit, ok, vous avez raison, professeur, on va les faire au bord de la mer. Ok, mais la mer, elle monte 6 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Donc, destruction, pollution, surexploitation. La pêche, vous avez vu, j'ai fait une campagne récemment, je me fais attaquer sur l'anguille. J'ai 3000 chefs cuisiniers, Thierry Marx le premier, Pierre Gagnère, Olivier Rollinger, on est passé à la télé avant-hier. On arrête de manger de l'anguille. Poisson ultra banal, même classé par certains nuisibles, parce qu'il avait le mauvais goût de manger des œufs de truite. Et pour un Français, si vous bouffez des œufs de truite, vous êtes un affreux vilain et méchant. Eh bien, on ne servira plus d'anguille à la table de ces grands chefs. De même qu'il faut respecter la saisonnalité. Thierry Marx nous dit jamais une tomate dans un restaurant Thierry Marx entre novembre et mai. Bouffer des tomates, à la saison des tomates, elles auront du goût. Donc, la pêche sur exploitation, bien évidemment, la forêt qui s'en va, la forêt tropicale humide qui contient plus de la moitié des espèces vivantes de la Terre aujourd'hui part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Donc ça, c'est préoccupant. Donc ensuite, vous avez bien sûr la dissémination qui est beaucoup moins connue. C'est le fait, en fait, que l'humain transporte tout partout. L'arrivée des lapins en Australie, on emmène des vaches en Australie. Bon, elles font des bousses partout. Il n'y a pas de scarabée mangeur de bousses de vache en Australie. L'Australie s'enfonce sous un énorme système de bousses de vache. Donc on va amener des scarabées européens et nord-américains qui vont venir manger les bousses de vache et on refait à peu près une harmonie plus ou moins correcte. Et le dernier, alors il y a aussi dans les disséminations ce qui se passe en mer. Prenez un tanker géant qui quitte Rotterdam, 300 000 tonnes d'eau de mer, qui va relarguer à Abu Dhabi ou à Oman. Quand je vous montrerai une image de gouttes d'eau de mer à Tara, on connaissait bien ça, des milliards de virus, des millions de bactéries, des centaines de milliers de protistes, mais microalgues, et relarguer ailleurs, et ça crée des problèmes considérables. Et le dernier système, c'est le climat. Moi, je ne fais pas trop de hiérarchie parce que je n'aime pas trop la hiérarchie. Ça ne marche pas aussi simple que ça. Ça dépend des endroits où on est. Tu vois, c'est assez variable. Le climat change trop vite. Alors, vous me direz, mais le climat, il a toujours changé. Mais bien sûr qu'il a toujours changé. Mais en ce moment, ça va beaucoup trop vite. Sur 20 ans, la mer qui remonte 6 fois plus vite, jamais connu ça. On a refait là récemment, on reglorifiait Claude Lorius quand il a disparu, qui en 1959 était en Antarctique tout seul dans un véhicule de l'armée soviétique, à 2, pas de chauffage. Il faisait moins 60 dehors. Il me disait, chaque cellule de mon corps avait froid. Et quand il remarque tout d'un coup que quand ils prennent une vodka sur le site, avec un bout de glaçon qui a été jeté, qui ne sert à rien, qu'on a remis dans le verre, ça dégaze. Et il a l'idée géniale que ces petites bulles qui sortent du glaçon sont de l'époque. Donc on met au point un système pour les analyser. C'est publié en 70. On découvre le changement climatique. On retrouve dans les carottes antarctiques les traces de l'usage du plomb par les Romains, par exemple. Une bonne partie de l'explication de la chute de l'Empire romain, c'est la surconsommation de plomb. Ils faisaient du saturnisme. En ce moment, ça vous concerne, on construit les villages olympiques, là, le centre de tir, on ne sera pas prêt pour juillet 2024 parce qu'on n'arrive pas à enlever les métaux lourds qui sont dans les sols. Et ça, on le fait avec des plantes bioremédiatrices qui récupèrent ces métaux lourds, mais elles n'ont pas le temps de le faire pour juillet 2024. Donc tu vois, c'est tout ça en fait pour vous montrer que ces questions du vivant sont absolument essentielles et touchent absolument tout le monde. Alors, vous venez de parler de ces plantes bioremédiatrices. On a une approche de la biodiversité ces 10 dernières années qui était très centrée sur la conservation de la nature pour elle-même, parfois au risque de difficultés, on en parlera tout à l'heure avec Marion Valeur peut-être, mais à trouver un équilibre entre les êtres humains, les citadins et cette nature. Aujourd'hui, il y a une approche qui est défendue, qui est définie plutôt par l'UICN, qui a fêté ses 75 ans il y a quelques jours à Fontainebleau, ici en France.
l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui parle de nature-based solutions, de solutions fondées sur la nature. Et ça, sans avoir une vision complètement anthropocentrée, c'est-à-dire d'une nature qui ne servirait que l'être humain, en quoi est-ce que ça nous aide à retrouver des équilibres et à, quelque part, comme l'appellent certains philosophes, à habiter la nature? Qu'est-ce que nous apprend cette définition? Moi, j'aime pas le terme d'équilibre, parce que dans le vivant, s'il y a équilibre, il est extrêmement fugace. Il dure une fraction de seconde. Hein. On passe à autre chose. Je pourrais parler d'harmonisation, en fait. Hein. Nous sommes des tueurs d'harmonie. Le livre de Robert Barbeau, hein, qui appelle l'humain, c'est un éléphant dans un jeu de quilles. C'est vraiment ce qu'on est dans nos activités de tous les jours. Qu'est-ce qu'on mange, comment on travaille, comment on construit. Donc là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'humain, il faut qu'il admette une chose, c'est d'abord qu'il est vivant. Moi, je me rends compte que les gens qui se rendent compte qu'ils sont vivants, ils sortent d'un cancer. Là, on prépare les Jeux Olympiques. Hein. J'ai une jeune fille des Jeux Paralympiques. Elle perd les 2 jambes à 19 ans dans un accident de la route. Moyenne de vie des femmes en France en ce moment, 85,2 années. Comment vous vivez en disant je n'aurai pas de jambes pendant 66 ans? Elle a une impression qu'elle est vivante incroyable, que nous, on a perdu. De la bonne eau au robinet, pas partout, on l'a dit aujourd'hui, qui coule, c'est magique en fait. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 de flotte. Nos cerveaux ici, 80%. Donc quand vous trouvez un type qui lave sa bagnole alors que c'est la détresse hydrique partout, vous comprenez que ça vous met un petit peu en émoi quand même, avant de vous mettre en ire réelle et complète. Donc pour revenir à la question, c'est ça en fait. Hein. Que l'humain admette qu'il est vivant, qu'il admette qu'il fait partie complètement du système, et ça changera effectivement toutes les choses, parce que là, on fera attention. Et ce qu'il faut qu'on fasse dans nos métiers ici aussi, c'est une culture de l'impact. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Et pour revenir aux décisions de l'UICN, moi j'ai fait partie 5 ans du bureau de l'IPBES, hein, entre 2014 et puis 2019. Et là, on met en évidence l'évolution effectivement des systèmes vivants, comme pour le climat. Et le colloque de l'UICN, vous vous rappelez, à Marseille, c'était septembre 2021, tu devais y être. On a conclu en disant climat, vivant, même combat. On a parlé 8 fois plus du climat que du vivant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de parler du climat, hein. Mais chaque fois qu'on parle du climat, il faut aussi parler du vivant. D'ailleurs, franchement, entre nous, qu'est-ce qu'on s'en fout que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas de vie sur la Terre? Rien à faire, hein, ce n'est pas intéressant. Et dans le vivant, bien sûr, il y a l'humain avec ses activités économiques. Donc c'est là que si on admet ce qu'on est, qu'on fait attention à tout ça, ça va changer les choses. Et quand l'UICN, effectivement, nous dit aujourd'hui, on considère ceci de façon absolument première, ben, je crois que c'est absolument essentiel. Mais il faut le rentrer. C'est là-dedans qu'il faut que ça change, tu vois, en fait, Pierre. Et c'est là qu'on n'est pas encore mûr. On a du mal. Et pour conclure sur ce vivant, l'intérêt du vivant, il ne met rien à la décharge. Vos bétons, vos briques, votre verre. On fait du verre en ce moment avec Saint-Gobain, bio-inspiré de petites algues diatomées de la Méditerranée. Pas de sable, pas de température élevée, pas de pression élevée, transparent, ultra résistant, inrayable, ultra léger. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Et surtout, quand on a fini, compostable. Tout ce qu'on fait dans le BTP, un de vos grands problèmes, c'est que quand on est terminé, on a détruit un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait de ces briques, de ces bétons, de ce verre qui est là, hein? Le vivant ne fera jamais ça. Le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Le vivant fait des poisons monstrueux. Un venin de cône, il est foudroyant. Vous avez vu l'histoire de la toxine botulique à Bordeaux il y a quelques semaines, hein? Ils ont mangé des poissons qui étaient mal conservés. Morts, hein? C'est foudroyant. Mais le vivant ne va jamais s'empoisonner parce qu'il sait dégrader ces produits qu'il produit. Et nous, je vous parlais de 3500 molécules que le vivant ne savait pas dégrader et que nous, on a remis effectivement dans le système. Donc, parcimonie d'énergie. Vous savez que tu sais que ma chouchoute, c'est la libellule. Elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien capable de faire ça, vous? 300 images à la seconde. Elle voit à 360 degrés. Avec quelques grammes de fuel, elle vole pendant des millions d'heures. Et puis surtout, en accélération, c'est fabuleux. Avec les sondes de libellule, le vol Rio-Paris ne serait pas tombé, hein. Alors allons nous bio-inspirer. Allons regarder comment il fait. Alors, au lieu de mettre du glyphosate dans une mare ou un parking par-dessus, commençons par regarder que les cyanobactéries qui sont là-dedans, elles ont 4000 millions d'années. Comme entreprise durable, on peut difficilement faire mieux. Donc ma libellule, en plus en accélération, j'ai un copain qui pilote de Rafale. Il me dit le Rafale est très difficile. Quand il vire sur lui-même sur l'aile, on encaisse 8, 9, 10 G, l'accélération de la Terre. À 10 G, c'est la syncope, hein.
Alors, ils ont des abdos d'enfer, hein, ils s'entraînent, les types, ils vont souffrir horriblement. Quand l'avion va virer, il encaisse 8G, 9G. Ma libellule, elle en prend 30 tous les jours. 30G. Comment elle fait? Alors, j'étais allé faire une conférence sur le Tonnerre, hein, qui est le successeur de la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère. Alors, le Pacha me dit, Gilles, c'est génial ce que vous faites et tout. Mais quand même, il me dit, en aparté, j'ai du mal à mettre 3 commandos d'infanterie de marine sur ta libellule. Oui, mais le but, c'est pas de copier, c'est de s'inspirer du système, en fait. Donc voilà, on s'arrête, on regarde. Et surtout, c'est mon combat actuel, l'émerveillement. On a désespéré nos jeunes. Mes gamines de 22 ans à Sciences Po, vous savez ce qu'elles me disent? On ne fera pas de bébé. Et nous, on en a fait beaucoup trop. Hein. On me dit, ouais, c'est les Africaines, vous rigolez. Moi, petit garçon, élevé à la pointe du Finistère, années 70, les femmes avec 8, 9, 10 enfants, c'était pas rare. Hein. Le pêcheur, il rentrait de mer, il sautait sur la fille sans consentement, elle était enceinte à chaque fois. Hein. Donc on arrête, qu'on balaye devant notre porte, qu'on n'accuse pas les Africaines de faire trop de mômes, on est sur quelque chose de vraiment différent. Bien sûr, la démographie est un sujet aussi. Hein. 2 milliards d'humains en 1941, 8 aujourd'hui. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Revenons à ce que nous sommes, admettons ce que nous sommes. Alors ça rabaisse le caquet. Et je termine avec les 3 défauts qu'il faut qu'on détruise de l'humain. L'imprévoyance. J'étais au ministère des Armées il y a quelque temps. Le chef d'état-major me disait, bah, professeur, je vous avoue, on a eu des camions militaires en France il y a 40 ans qui consommaient 1 litre de carburant au kilomètre. Alors maintenant, on pleure parce qu'il y a trop de CO2. Bah, quand on commence comme ça, c'est quand même pas terrible. Mais quel cerveau a pu inventer des machins comme ça, hein? On s'en foutait. Le deuxième, c'est à l'arrogance, surtout masculine. Toutes les dames qui se lancent savent quelque chose. Le problème, c'est qu'elles sont amoureuses de mecs arrogants, donc c'est pas terrible ça non plus. Hein. Et le troisième système, c'est la cupidité. Voilà. Si on arrive effectivement à se mettre ça dans le crâne et à se dire, nous sommes dans le système jusqu'au fond, un lit humain, c'est quand même merveilleux hein, chaque matin. Et ben voilà, on admet cela. Et dans ce cas-là, on change nos comportements. Beaucoup plus de sobriété. Par exemple, moi qui suis maintenant beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, faire des ingénieurs amoureux de la sobriété, ça vient. Ben, des ingénieurs amoureux déjà, c'est pas mal. Ah oui. Merci Gilles. J'ai une toute petite dernière question avant les applaudissements. Merci d'avoir cité la grande argentière de l'Union européenne, puisque c'est Christine Lagarde qui avait conclu le congrès de l'UICN en disant biodiversité et climat sont les 2 faces d'une même pièce. Et puis au fond, quand vous nous dites que le vivant recycle tout, je reboucle avec les professionnels de l'immobilier et de la ville qui sont dans la salle, c'est aussi en lien avec le réemploi des matériaux et d'autres initiatives comparables à Big comme le booster du réemploi sont tout à fait en cohérence et en connexion avec celle de Big. Alors, dernière question qui pourrait être très vaste, mais qui est une question d'actualité qui est liée à l'agenda politique international, mais aussi national. Il y a eu la COP15, conférence des parties sur la biodiversité, en décembre dernier à Kunming, qui devait avoir lieu à Kunming. Et puis, voilà, la COP28 qui arrive sur le climat avec beaucoup d'interrogations en Arabie Saoudite. En France, on a tout près de nous un objectif âprement discuté. Je crois que vous avez échangé avec des sénateurs, c'est celui de zéro artificialisation nette. Difficile peut-être parfois à définir. En tout cas, cette quête de sobriété foncière qui semble plus facile à appréhender. Et puis enfin, on a parlé de la SNB, la Stratégie nationale de biodiversité. Finalement, tout ça peut être perçu comme un faisceau de contraintes. C'est le verre à moitié vide. Vous qui êtes un éternel optimiste, comment est-ce que vous voyez les opportunités et la manière pour les professionnels qui sont face à un mur de crise aujourd'hui, faire de tout cet agenda quelque chose qui permette de tracer un chemin positif, compatible avec les limites planétaires? C'est clair que je suis clairement un adepte du verre à moitié plein. Hein. Je suis pas d'accord. Sinon, on désespère nos D'ailleurs, jeunes. on va y remédier. C'est quelque chose de super important. Dans vos métiers, dans vos professions, je vais vous dire que de toute façon, je répète, hein, donner un toit à chacun, c'est super important. Donc les matériaux, la façon dont on va réguler la température. Aujourd'hui, on ne devrait pas faire un bâtiment qu'on ait besoin de chauffer ou de refroidir. Hein. On sait faire. Dans quelles conditions? L'artificialisation, bien sûr. Si on transforme toutes les bonnes terres agricoles, on perd en gros un département français tous les 7 ans en ce moment. Donc c'est vis-à-vis du monde agricole aussi et de l'agriculture aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on bouffe? Comment on va s'organiser demain? Comment on rend le système désirable avec de l'émerveillement? Comment les gens qui vont acheter, effectivement, pas les immeubles, mais les appartements ou les maisons, vont-ils être heureux pour vivre là? Alors, on revient toujours à la question du coût pour vous aussi. Hein. Le problème en ce moment, c'est qu'on confond 3 valeurs qui ne sont pas directement liées. Le coût, la valeur et le prix. Ce n'est pas la même chose. Et tant que le vivant n'aura pas
de valeur. C'est pire que tout. Un prix, combien ça coûte un rhinocéros ou bien un éléphant, bon, et toujours les femelles beaucoup moins, ça dépend, hein. Une femelle d'esturgeon, elle vaut beaucoup plus cher que le mâle, parce que le spermatode d'esturgeon, ça vaut pas grand-chose. Le caviar, c'est 3 000 € le kilo. Alors 2 ovaires de 10 kilos, ça fait une femelle à 60 000 €. On les a détruites. Vous voyez, c'est tout ça sans réflexion. Donc pour revenir à ce que tu dis, la base pour réfléchir, c'est dire voilà, on s'arrête, on réfléchit, quel matériau j'utilise, comment je m'organise. C'est vrai que sur la ZAN, on va aller plutôt vers de la reconstruction, de la remobilisation d'anciens déjà effectivement utilisés. Comment on fait? Pour grandir en hauteur, on l'a souvent dit, hein. Moi, j'avais un rêve qu'on va peut-être réaliser prochainement avec l'un de vos participants, c'est d'avoir un accès sous un bâtiment après construction. Comment le vivant s'installe après un bâtiment? Je voudrais aller tous les 15 jours, aller voir ce que sont devenues mes bactéries, mes virus, mes vers de terre au sein d'un sol recouvert par une dalle. Ça est évident et ça lance le débat là-dessus. Groupez-vous pour faire ça. Faisons-le une fois sur 2-3 sites, c'est suffisant, hein. Et tous ensemble, communément, on acquiert de la connaissance scientifique qui nous servira ensuite, bien sûr, à mieux construire. Et ça rentrera dans l'éco-conception que j'imaginais tout à l'heure. Donc, c'est regarder en face la question, hein. Sur la côte, ben, je suis désolé, moi, quand je vois les prix de l'immobilier toujours au Cap Ferret, chez moi, ou à l'île de Ré qui augmentent, mais attendez, une génération, deux, sera sous l'eau. Faire des digues, mais vous rigolez, des digues, attendez, je préfère une digue de 2 mètres qu'une digue de 20 mètres. Il y aura toujours une vague qui passera par-dessus. Et je préfère une digue de 2 mètres de haut qu'une digue de 20 mètres de haut. Vous voyez donc, comment est-ce qu'on fait? Comment on travaille ensemble? Comment nos neurones, on les travaille un petit peu différemment? On respecte ce vivant, on l'admire, on s'en émerveille. On va vers la sobriété qu'on évoquait avec Pierre à l'instant. Puis on se dit finalement, la seule solution, c'est qu'on a une seule planète. On me dit on va aller ailleurs, mais vous rigolez. La planète habitable, elle est à au moins à 700 années de voyage. Vous allez arriver là-bas, vous avez vu le film Don't Look Up, on en parlait tout à l'heure avec toi, Sabine. Non, allez, revenons à la réalité. Les espèces, elles disparaissent, hein. On va vous les refaire, professeur, mais attendez. Le prolagus qui disparaît, le lapin-rat corse, quand les humains arrivent en Corse il y a 8000 ans, à 6000 ans, on a tout bouffé, il n'y en a plus. Bon, on va vous le reconstruire. Allez, on revient à du sérieux, donc, et dans vos métiers aussi, hein, c'est pas parce que vous ne travaillez pas directement sur du vivant. J'étais chez Hermès avant-hier, 2 questions essentielles, hein. Quelle sera la soie dans 40 ans? Quel sera le cuir de vache dans 40 ans? On n'en sait rien. Eux, c'est toute leur activité économique. Les 3 plus grandes activités économiques françaises aujourd'hui, la gastronomie. Quand je suis chez mon copain Thierry, la gastronomie sans biodiversité, mais attendez, et sans glyphosate, bien entendu, hein. Le luxe, hein, les textiles, on a dit, puis surtout aussi les grands vins français, hein, un cheval blanc ou effectivement ou un grand cognac ou un Ikem, comment vous le construisez, hein. Et puis enfin le tourisme. Les touristes ils viennent en France parce que c'est encore beau. Et c'est beau parce qu'on a de magnifiques paysages. Et aussi lié à l'agriculture, hein, un paysage, il est forcément façonné par l'humain. Est-ce qu'il y avait des paysages autour des dinosaures? Non, il y avait des milieux. Voilà. C'est juste pour vous dire que on s'arrête un peu, on se rabaisse un peu le caquet, on admet ce qu'on est, et puis on arrête de faire toutes ces imprévoyances que j'évoquais tout à l'heure. Et j'ai besoin pour que ça réussisse, on a dit, hein, les 3 premiers, je vous ai dit, donc la science, la politique et le monde associatif et les ONG. Et le 4e pilier, c'est l'entreprise. On n'ira jamais assez vite si l'entreprise ne s'empare pas de ces questions-là. Eh bien voilà, on s'arrête un peu, on s'émerveille, on regarde les libellules, on pense aux acariens avec lesquels on se réveille et on accélère tous ensemble. Merci Gilles pour cette balade. Comme à chaque fois, nous sommes émerveillés. Alors, nous avons parlé des relations entre les humains, la nature, l'habitat dans lequel nous pouvons nous loger. Nous sommes ici dans le musée d'architecture et d'urbanisme de la ville de Paris et du Grand Paris. Elle a réfléchi beaucoup aux interactions entre le vivant et les urbains. Elle est philosophe de l'environnement avant d'être engagée dans la vie publique. J'ai nommé Marion Valeur, directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Vous pouvez l'applaudir. Et notamment dans... Merci Gilles. À bientôt. Et voilà ce beau passage de témoin. Et notamment dans Artefacts naturels. Je vous laisse le temps d'arriver, Marion. Publié, si je ne m'abuse, en 2016, qui fait un tour du monde en ce moment en langue anglaise. Vous nous parlez du wilderness américain. Alors, quand Gilles parlait de l'anguille qui mange des œufs de truite, je pense à mon livre de chevet du moment, qui est une petite nouvelle assez ancienne, qui m'a fait penser à la lecture d'Artefacts. C'est « Et au milieu coule une rivière », qui a inspiré le film de Robert Redford, de Norman MacLean, où on se retrouve dans des parties de pêche
Ça, c'est une source pour moi d'émerveillement. Je ne veux pas la fin de l'intrigue, je ne l'ai pas terminée. Absolument intarissable. Marion, c'est à vous. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup, Pierre. Merci à Gilles Boeuf. C'est vraiment un honneur de l'avoir au pavillon de l'Arsenal. Et j'étais très touchée, je pense, comme tout le monde, d'entendre ce qu'il nous disait, ce qui est aussi toujours difficile à entendre. Donc, bienvenue au pavillon de l'Arsenal. Si pour certaines ou certains, c'est votre première fois ici, donc c'est comme tu l'as dit, Pierre, le Centre d'architecture et d'urbanisme de Paris. Ici, on produit des expositions, on publie des livres et on accueille des événements et on accompagne aussi des projets portés par des architectes, des designers, des urbanistes via une plateforme qui s'appelle FAIR. Et donc, on est ravis d'accueillir l'OID aujourd'hui parce que c'est essentiel, je crois, dans ces moments de s'allier entre structures qui essayent de faire bouger les lignes. Voilà, chacun à notre manière, avec nos moyens, nos réseaux. On doit s'entraider. Et donc, nous, ici, on est un lieu qui accueille, qui essaye d'être généreux pour faire bouger les choses. Alors, avant de parler de biodiversité, un mot sur l'exposition que vous verrez après, au premier étage, qui s'appelle Énergie légère. C'est une exposition dont le commissaire Raphaël Ménard, qui est ingénieur et architecte, donc il a imaginé depuis longtemps, puisqu'il avait écrit une thèse là-dessus. Et c'est aussi en lien avec la biodiversité, puisqu'en fait, c'est la question de comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui les énergies renouvelables dans nos paysages. Vous le verrez, il y a toute une partie historique où on montre en fait comment l'énergie a généré de l'architecture, c'est-à-dire en prenant l'eau, le feu, quelles architectures ça a généré, donc du moulin à vent à l'éolienne, en passant par les barrages, les centrales nucléaires, et comment aujourd'hui on peut penser des paysages où il y a de l'énergie renouvelable. Vous le verrez, il y a des très belles perspectives animées juste derrière là, des petites vidéos. Donc voilà ce qu'on essaye de faire au pavillon de l'Arsenal. En tant qu'institution culturelle, c'est une vraie question. Comment, aujourd'hui, en tant qu'institution culturelle, comment est-ce qu'on fait une programmation dans un contexte d'urgence climatique ? Nous, ça se matérialise par le fait que l'écologie, c'est vraiment au cœur de toutes nos activités, c'est un fil rouge. C'est-à-dire que toutes nos expos parlent d'une manière ou d'une autre d'écologie, parce qu'on pense qu'on a une responsabilité. Quand on édite des livres, qu'on fait des expos, en fait, d'une certaine manière, on façonne aussi un peu l'imaginaire des gens. On montre des futurs possibles. Et donc, nous, on essaye d'apporter un peu d'optimisme aussi dans cette période. On essaye que les gens qui viennent au pavillon de l'Arsenal, ils voient des expos et quand ils ressortent, ils se disent « Ah bah, ok, il y a peut-être des solutions, il y a peut-être un chemin. » Et on se dit que c'est ça aussi notre rôle dans ce moment-là. Et donc, à partir d'avril, on va avoir une exposition sur les natures urbaines, sur l'histoire de la nature en ville. Et ici, on parle toujours d'histoire aussi quand on parle des sujets, parce que ce qui me frappe toujours avec le sujet de ce qu'on appelle la nature en ville, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Les gens vous disent « Ah oui, c'est le sujet à la mode ». Mais enfin, je veux dire, il y a des parcs, des arbres d'alignement, tout ça, ça fait partie de l'histoire de nos villes. C'est pas quelque chose à la mode, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ce qu'on va montrer dans cette expo, on va retracer avec le commissaire Antoine Picon, on va retracer la grande histoire de la nature en ville, parce que bien sûr, il faut pas faire ça n'importe comment. Ça n'est pas un effet de mode. C'est juste une solution nécessaire. Et donc, moi, trop de fois dans le monde de l'immobilier aussi, j'ai entendu ces choses qui m'ont énervée, de dire oui, il faut mettre ça pour faire plaisir ou je sais pas quoi. Pas du tout. On en a besoin partout. On en a besoin au sol, on en a besoin sur les façades, sur les toits. Toutes les solutions sont bonnes à prendre, mais on doit le faire bien. Et comment on le fait bien ? On le fait en mobilisant des personnes dont c'est l'expertise. Donc, des experts de la végétalisation, des scientifiques, des paysagistes, pour que ça soit beau, pour que ce soit bien fait. Et donc, c'est pour ça que dans cette expo, on va retracer cette grande histoire et on va s'interroger sur aujourd'hui quelle forme ça doit prendre, notamment dans Paris, quelle forme doit prendre la nature en ville. En fait, il y a plein de possibilités et ça demande beaucoup de travail pour que ça s'intègre bien, pour que ça soit compris par les citoyens. Voilà, et ça, c'est aussi vraiment notre rôle à ce moment-là. Rendez-vous est pris. Et je vous invite à lire aussi le catalogue de Paris Animal, la précédente exposition. Absolument.
où on peut voir quelques animaux pour s'émerveiller, comme nous le disait Gilles Boeuf tout à l'heure. Ouais, effectivement, juste avant, on avait l'expo Paris Animal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'actuellement, avec toutes nos expos, quoi qu'on fasse, on revient toujours à la question du sol. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, qu'est-ce qu'on veut dire en conclusion? En fait, c'est toujours le sol vivant. Je crois que c'est vraiment le sujet qui anime énormément de gens en ce moment. Et aussi, à chaque fois, on voit à quel point on a encore besoin de travail sur ce sujet. On a aujourd'hui, comment on s'assure qu'il y ait des sols vivants partout sur le territoire? Qu'est-ce qu'un sol vivant? Je crois qu'il y a encore un travail immense à faire des urbanistes, des paysagistes, des professionnels de l'immobilier pour rendre cela possible. Et donc nous, à travers toutes nos expos aussi, on va toujours traiter ce sujet-là. Parce que quand on parle d'animaux, évidemment, on doit traiter les continuités. Donc comment est-ce que dans une ville dense, il y a des sols où les animaux peuvent cheminer en sécurité, où ils sont les bienvenus? Vous voyez bien que ce n'est pas simple. Même sujet pour les énergies. Comment en installant des énergies renouvelables, on ne grignote pas tous les sols agricoles de France? Donc ce sujet-là, il est absolument central et je pense qu'il sera central si on veut encore construire ou transformer le territoire. Donc voilà. Voilà, nous sommes assis sur 2 mètres d'épaisseur, absolument vital. Le sol, socle de vie, ça n'est pas qu'une quantité foncière, c'est ce que la loi climat et résilience nous explique avant de parler du ZAN. Et puis, c'est aussi un moyen de faire circuler l'eau qui est en trop comme en trop peu avec cette accélération du changement climatique. Merci Marion Valeur, Merci. une nouvelle fois, Très bonne de journée. nous accueillir ici. Alors, à la manière d'acariens voraces, tout en étant beaucoup moins nombreux, nous avons grignoté beaucoup de temps imparti. Nous sommes en retard et c'est maintenant qu'il faut applaudir Delphine Moreau, qui est la responsable du programme Big à l'OID. Super, merci beaucoup d'être encore une fois nombreux ici aujourd'hui. On est très heureuse et heureux avec toute l'équipe de l'OID, de l'équipe biodiversité de l'OID et puis tous les partenaires de pouvoir présenter les résultats de nos travaux. D'autant plus qu'on l'a rappelé avec les premiers propos, le contexte actuel rend vraiment indispensable l'action, accélérer l'action qui est déjà enclenchée. Et donc pour ça, chacun a son rôle à jouer. Et pour nous, avec le programme Big, il a été question au début de nous positionner et nous demander, OK, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il est nécessaire, qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant qu'association qui accompagne les entreprises de la filière sur la transition écologique, donc l'OID. Et il s'avère que la mission qui a été confiée au programme, c'est de rassembler, de fédérer des acteurs de l'immobilier, de la ville, pour construire ensemble des premiers référentiels communs de mesure de la biodiversité et de nous assurer de leur diffusion au sein de cette filière. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, on a parlé de terrain, on a parlé de beaucoup de choses. Pour nous, donc tout ça, on salue bien sûr toutes les actions qui sont engagées. Mais nous, c'est vraiment là que se situe notre axe de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a structuré le Biodiversity Impulsion Group, donc, qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, autour de ces 3 piliers. Le premier, donc, de travailler au développement de ces référentiels communs pour mesurer et la biodiversité et aussi les co-bénéfices qu'elle permet de véhiculer. Le deuxième, c'est de rendre accessibles ces référentiels, ces indicateurs et ces méthodologies à toutes et tous gratuitement, enfin de nous assurer de leur bonne diffusion au sein de la filière. Et donc, c'est notamment une plateforme qui s'appelle Resilience for Real Estate, sur laquelle je vais revenir après, qui héberge ces indicateurs. Et le troisième, c'est de nous assurer que derrière, les utilisateurs et utilisatrices potentielles prennent bien en main ces outils et ces indicateurs. Donc, c'est de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement. Et donc, ça, c'est une grosse partie aussi du travail qu'on a pris avec Big. Donc, ça, c'est pour la structure de ce programme. On y travaille maintenant activement depuis son lancement. On a pris du temps pour organiser les méthodes de travail qu'on voulait mettre en place avec les différents acteurs qui pouvaient apporter des éléments aux réflexions, définir notre calendrier et puis derrière déjà pouvoir avoir des premières réalisations maintenant du coup depuis nos 2 ans. Donc ici je voulais faire un panorama un petit peu sans rentrer dans le détail mais de tout ce qui est à disposition et puis après revenir un petit peu plus profondément sur quelques points clés
dans le temps qui m'est imparti. Du coup, déjà, on parle de créer des référentiels de mesure, donc mesurer la biodiversité, mesurer ses co-bénéfices. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour nous, les premières approches, enfin, le prisme, on va dire, du programme BIG, c'est vraiment la biodiversité, et c'est à ça qu'on s'est attaché en premier avec des indicateurs cartographiques, puisque quand on parle de vivant, c'est indispensable de regarder ce qui se passe autour du site. On ne peut pas que réfléchir, contrairement à des sujets, par exemple, de performance énergétique, où le bâtiment il peut être performant indépendamment de son contexte. Pour le vivant, chaque bâtiment s'insère dans un écosystème, est partie intégrante de cet écosystème, et donc il faut pouvoir aller regarder ce qui se passe autour. Pour faciliter l'accès à cette information, on a travaillé sur une approche qui est cartographique, avec un indicateur qui est un indicateur d'état de la biodiversité, qui a été lancé dans sa première version il y a 1 an maintenant, sur lequel il y a aussi des nouveautés, donc je vais y revenir après. La deuxième étape, c'est de regarder, une fois qu'on a vu ce contexte, OK, mon bâtiment sur ce socle vivant, donc, comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ça? Et donc, on a un indicateur qui est un indicateur de potentiel d'accueil de biodiversité pour un bâtiment, qui permet de, selon ses caractéristiques, évaluer s'il est plus ou moins favorable à l'accueil du vivant et s'il a une marge de manœuvre, une marge d'amélioration plus ou moins importante. Et quelles actions est-ce qu'il pourrait mettre en place? Et donc, l'étape ensuite, c'est aussi de dire, donc nous, on a notre prisme qui est la biodiversité, mais parfois ça suffit pas. Enfin, c'est indispensable aussi d'aller regarder les co-bénéfices qu'elle peut apporter. Et aujourd'hui, on a aussi des premiers indicateurs de co-bénéfices liés à la présence de nature sur les sites, enfin des premiers référentiels qui ont été développés et intégrés tout nouvellement sur cette plateforme Resilience for Real Estate, avec donc où là l'idée c'est de, alors on n'est pas sur des mesures qui vont être très précises, donc là j'ai listé les quelques co-bénéfices auxquels on s'est intéressé en matière de rafraîchissement, gestion des eaux pluviales ou santé et bien-être. Je vais y revenir après, mais ce que je voulais dire à cette étape-là de mon intervention, c'est on n'est pas sur des mesures très précises, mais l'idée c'est déjà de donner des ordres de grandeur. Bien sûr, on ne va pas dire un nombre de degrés de rafraîchissement sans connaître les essences qui sont présentes sur le site, sans même des relevés de température, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se positionner avec notre niveau d'information, déjà apporter une première compréhension, un premier ordre d'idée. Donc ça, c'est les indicateurs qui sont accessibles dès aujourd'hui sur la plateforme et sur l'outil Biodibat, donc qui est sur la plateforme Resilience for Real Estate que j'évoquais. Je vais revenir un petit peu après sur les méthodologies. Mais le deuxième gros bloc de travail sur lequel on est actif depuis ces 2 années, c'est l'accompagnement de la filière sur tous ces sujets-là. Donc là, ça passe par l'animation d'un réseau d'acteurs qui sont engagés. Je pense aux entreprises partenaires, mais pas que. Tous les autres acteurs institutionnels, enfin, Loïs, tu l'as dit en introduction, mais tous les partenaires du programme qui travaillent avec nous. Des dispositifs de partage de bonnes pratiques, la publication d'études sur les sujets pour diffuser la connaissance sur l'écologie, des clés de compréhension. Il y a d'autres projets aussi sur lesquels je vais revenir après. Et puis, mettre en place tout un tas de dispositifs d'accompagnement aussi pour la prise en main de nos indicateurs. Parce que bien sûr, on fait un pas vers les opérationnels pour dégrossir le sujet de l'écologie avec cet outil Biodibat, mais ça reste un sujet sur lequel il y a une montée en compétences qui est indispensable, et donc un accompagnement pour nous sur, d'accord, on parle d'état de la biodiversité, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une espèce protégée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses aussi, un juste milieu à trouver au milieu de tout ça. Et donc je le disais, c'est une action collective. Je voulais revenir, je passe trop vite. Je voulais revenir 2 petites minutes sur quelques grands chiffres depuis le lancement du programme. Mais voilà, aujourd'hui, il y a 20 entreprises qui sont partenaires de ce programme, de nombreux autres acteurs qui sont impliqués dans les différents comités de gouvernance, qui interviennent avec nous régulièrement, des scientifiques qui répondent à nos questions. Donc là, vraiment, on est vraiment sur une communauté qui est riche, et c'est vraiment super de pouvoir travailler dans ce contexte. Ça fait depuis le lancement un petit peu plus de 90 réunions qui vont de 1 heure à plusieurs heures avec de l'intelligence collective, de la co-construction. Donc merci beaucoup encore là pour toute l'implication, des ateliers d'intelligence collective.
auxquels certains d'entre vous ont probablement pu participer. Je reconnais des gens dans la salle. Et donc tout ça, ça fait un peu plus de 150 personnes qui ont pu intervenir, voire même plus. Je n'ai pas été dans le détail de toutes les personnes qui sont intervenues, mais à un instant pour co-construire toutes ces réalisations. Donc merci beaucoup pour cette intelligence qui est mise dans ce projet avec nous. Des dispositifs de partage de bonnes pratiques, je le disais, des partenariats avec des institutions de recherche, et il y en a des nouveaux aussi, je vais y revenir après. Et puis aussi déjà tout un ensemble de bâtiments qui sont déjà disponibles sur notre plateforme Resilience for Real Estate. Ça représente un peu plus de 150 utilisateurs et plus de 80 000 bâtiments qui peuvent obtenir ces indicateurs. Et ça, c'est vraiment super. Donc merci beaucoup. Et puis l'équipe aussi, parce que c'est moi qui prends la parole ici, mais on a une super équipe à l'OID qui travaille sur tout ça toute l'année et qui est très enthousiaste aussi avec moi d'avancer là-dessus. Du coup, voilà, pour remercier à nouveau tous les partenaires impliqués. Donc il y a des comités opérationnels, des comités de gouvernance plus d'orientation avec des acteurs scientifiques, institutionnels, et puis des partenaires techniques qui nous accompagnent aussi dans la qualité fonctionnelle et écologique des indicateurs qui sont réalisés. Voilà. Cette introduction un peu longue étant faite, je voulais revenir sur quelques indicateurs. Donc, mesurer la biodiversité, j'en ai parlé, j'ai donné quelques brefs éléments d'introduction. La plateforme Resilience for Real Estate, il faut savoir que c'est une plateforme qui existe à l'OID depuis 2022, qui héberge tous les indicateurs de biodiversité que j'évoquais. Donc, dans l'outil BiodiBat, il y a aussi un volet BatAdapt sur des analyses de risques climatiques que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette plateforme globale qui parle de résilience et non plus uniquement ni de climat ni de biodiversité, mais vraiment de quelque chose de plus complet, de plus transverse, parce que la transversalité, c'est indispensable dans ces approches-là. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail de BatAdapt du tout, je voulais juste le dire, mais c'est une plateforme qui est accessible gratuitement. Vous pouvez y aller là, si vous voulez, en sortant. Et puis, disponible aussi en anglais, je le dis comme ça. L'architecture de BiodiBat, avec tous les indicateurs qui sont présents, c'est d'abord, si je vais de droite à gauche, une approche qui part du compte... Oui, de droite à gauche. De votre gauche à votre droite. Donc la base, c'est le contexte. On le disait, avec l'indicateur d'état de la biodiversité. Ça, c'est des données, on se base sur des données d'entrée qui sont des données cartographiques, accessibles publiquement, etc. Donc là, il y a toutes des méthodologies qui sont développées. Et puis après, on greffe le bâtiment dessus avec des questionnaires qui sont remplissables par les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme sur les caractéristiques d'un bâtiment existant ou d'un projet de construction. Tout n'est pas encore accessible, mais ça, c'est l'architecture globale finale. Et puis derrière, des indicateurs de co-bénéfice, on en parlait. Donc vous aurez le support aussi. Donc je trouve juste que ce schéma permet de bien repositionner tous les travaux sur une architecture de l'outil. Et donc les grands principes qui nous animent dans le cadre de ces travaux, c'est déjà de nous insérer dans une approche d'amélioration continue, de co-construction aussi avec les acteurs et de robustesse scientifique donc j'évoquais des échanges avec des chercheurs qu'on a pu avoir. Et de la transparence de toutes nos méthodologies. Donc tous les référentiels scientifiques et méthodologiques sont accessibles aussi en ligne et je vous invite à en prendre connaissance et nous faire des retours dessus. On est toujours preneurs et preneuses de retours. Donc l'état de la biodiversité, c'est un indicateur qui permet, sur une échelle de 0 à 1, de renseigner sur la favorabilité du milieu sur lequel s'insère un site. On parle de milieu, on ne parle pas de qualité d'une parcelle, mais vraiment d'un territoire sur lequel s'insère un site. C'est un indicateur qui est basé sur plusieurs sous-indicateurs, donc avec des enjeux de conservation, à la fois des espaces, des espèces, et puis aussi on s'est appuyé sur les approches de l'écologie du paysage pour aller un petit peu plus loin et pas uniquement s'inscrire dans cette approche de conservation, on en parlait juste avant avec Gilles, mais aussi
Est-ce que les milieux sont plutôt favorables, basés sur le type de milieu sur lequel s'insère un site? Et est-ce que la connectivité écologique est aussi plus ou moins importante sur ces sites? On a mélangé tout ça dans un indicateur d'état de la biodiversité globale. Et donc l'idée, c'est de pouvoir derrière avoir cet indicateur de 0 à 1 normalisé sur tout le territoire national. Mais finalement, on a voulu aller plus loin dans l'interprétation, parce que avoir 0,3 à Paris, si je reste sur cette échelle de 0 à 1, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'avoir 0,7 ou 0... Enfin, on va rester sur 0,3. Avoir 0,3 dans Paris, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'avoir 0,3 par exemple dans le département de la Nièvre. Et donc, il faut repositionner, réinterpréter cet indicateur au regard du contexte local. C'est ce qu'on a fait. C'est là. C'est ce qu'on a fait avec. Voilà, pardon. C'est ce qu'on a fait avec cette nouveauté qu'on a rajoutée, qui est une interprétation de cet indicateur au regard de défis de biodiversité sur le territoire. Et donc là, ça veut dire que ce 0,3, on le repositionne par rapport à son... Alors quand je parle de contexte local ici, il a fallu trancher sur une échelle, je parle du département. Donc 0,3 à l'échelle de Paris, finalement, c'est très élevé par rapport au reste du territoire parisien. Donc on est plutôt sur des enjeux à l'échelle de ce territoire de conservation d'un état qui est plus favorable que le reste, alors que quand je prenais cet exemple de la Nièvre, on est plutôt sur un territoire qui est beaucoup moins favorable que le reste, et donc sur un enjeu de reconquête, un défi de reconquête de la biodiversité. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'action avec des recommandations un peu plus contextualisées au regard de cet environnement local. Au niveau derrière, une fois qu'on a regardé ce qui se passe au niveau du territoire, le potentiel d'accueil de biodiversité, je l'évoquais, il permet d'évaluer si le bâtiment est plus ou moins favorable aux vivants basé sur ses caractéristiques techniques. Donc là, pareil, on a construit un référentiel. C'est quelque chose qui est déjà... il y a déjà de nombreuses métriques qui existent pour évaluer, je pense notamment à tout ce qui est référentiel de label et certification, pour mesurer la favorabilité d'un bâtiment à la biodiversité. Donc on s'est inspiré de toute cette matière, on s'est inspiré de la littérature scientifique aussi, bien sûr, pour construire ce référentiel basé sur 3 catégories de critères, sur tout ce qui est lié au bâti, la structure, les espaces extérieurs, mais aussi les pratiques et gestion. En regardant, est-ce que, on parlait du type de toiture, est-ce que le nombre de strates végétales en extérieur. Donc là, je vous invite, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long, mais je vous invite à en prendre connaissance pour voir tout ça. Et l'idée, c'est de donner une note de potentiel d'accueil de biodiversité, mais elle ne suffit pas, pareil, pour orienter une action, parce que derrière, un bâtiment qui est favorable, qui a un potentiel qui est très faible, s'il n'a pas de marge d'amélioration derrière, en fait, il est peut-être au maximum de ses actions. Donc j'ai mis ici une capture d'écran de la plateforme parce que ça illustre très bien ce que je voulais raconter ici. Donc on retrouve cette note de potentiel d'accueil de biodiversité en haut à gauche et aussi un découpage par catégorie que j'évoquais juste avant. Et puis ce qu'on a rajouté maintenant, c'est la marge d'amélioration sur cette base-là. Jusqu'où est-ce que mon bâtiment il peut évoluer basé sur les actions qui sont faisables sur ce bâtiment-là. Et cette notion de marge d'amélioration, c'est vraiment là quelle est la mesure de la performance finalement. C'est à quel point est-ce que je réduis ce delta entre mon potentiel actuel et ma marge et mon score maximal. Et donc là, c'est un parti pris qu'on a fait que l'indicateur de performance il soit à ce niveau-là. Donc ça, c'est des indicateurs et des méthodologies qui sont nouvellement intégrés sur la plateforme également, que je suis heureuse de présenter ici aujourd'hui et sur lesquels on a travaillé beaucoup avec les partenaires du programme. Et donc la troisième brique méthodologique qui était importante d'apporter ici, c'est l'éco-bénéfice lié à la nature, parce que pareil ici, il y a beaucoup d'approches qui peuvent être mises en place. L'idée, c'est de pouvoir évaluer à quel point est-ce qu'un site il va être contributeur de services écosystémiques au regard du contexte sur lequel il s'insère. En fait, c'est toute la logique de la plateforme d'ailleurs à chaque fois, c'est
une base cartographique et on met en regard la performance d'un site avec ces enjeux de territoire. On a fait un partenariat pour cela avec un groupe d'étudiants du Muséum national d'histoire naturelle qui sont présents aujourd'hui. Donc, merci à vous pour ces travaux avec nous, qui nous a permis de faire déjà un état des lieux sur comment est-ce qu'on peut, quels sont déjà les éléments de littérature scientifique qui nous permettent de donner des indicateurs d'évaluation de ces co-bénéfices ou de ces services écosystémiques. Et puis, on s'est basé là-dessus pour prioriser, avec les retours des entreprises partenaires aussi et dans notre démarche de co-construction, on a priorisé 3 co-bénéfices, le rafraîchissement, la gestion des eaux pluviales et la santé et le bien-être. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais on s'est arrêté sur ces 3-là d'abord, pour développer des métriques. Et on s'est appuyé, on parlait de l'UICN tout à l'heure et des solutions fondées sur la nature, on s'est vraiment appuyé sur cette approche-là des solutions fondées sur la nature pour définir le principe de notre outil. Et donc, voilà, ça veut dire que, je l'évoquais, on a des données cartographiques, encore une fois, qui vont permettre de définir un niveau de défi sociétal sur le territoire. Et derrière, une contribution du bâtiment qui va permettre de répondre à ce défi. Et ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on aura une contribution uniquement si le défi est important sur le territoire. Donc, je peux contribuer à rafraîchir un milieu uniquement s'il y a besoin de rafraîchir ce milieu. Et c'est là, encore une fois, qu'on peut se rapprocher d'une logique de performance, parce que si je rafraîchis un bâtiment, mais qui se situe au final au milieu d'une forêt, il n'y a pas forcément le même enjeu. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi à l'identification des sites les plus prioritaires dans cette approche-là. Je vais accélérer sur la fin. Aujourd'hui, on est fiers de lancer le premier indicateur de co-bénéfice, donc sur le rafraîchissement. Les prochains vont venir dès 2024, mais le plus gros travail, c'était de construire cette logique, cette architecture. Ensuite, il n'y a plus qu'à refaire le travail sur les autres co-bénéfices. Tous les référentiels sont accessibles, je l'évoquais. Donc, pareil, là, je passe rapidement. J'imagine ça peut être un peu technique, mais je vous invite à en reprendre connaissance vraiment. Et puis, on parle de ces indicateurs accessibles à l'échelle d'un bâtiment, mais l'idée, c'est aussi, avec cet outil, de fournir des indicateurs qui sont consolidés à l'échelle d'un ensemble de projets ou un patrimoine immobilier, pour pouvoir derrière avoir des éléments de mesure sur de rentrer, on va dire très concrètement, à un ensemble de données en même temps avec un fichier Excel, de laisser la machine tourner pour calculer ces indicateurs-là, et puis de réexporter, pareil, pour construire des stratégies internes, tous ces indicateurs en sortie. Donc, il y a cette vision bâtiment par bâtiment, et puis cette vision consolidée groupe qui permet de faire des indicateurs de reporting, des objectifs d'amélioration dans le temps, etc., qui est une vraie fonctionnalité très importante de la plateforme. Au-delà de tout ce travail très technique qui est réalisé avec... c'est par là à chaque fois. Biodibat, on parlait d'accompagner la montée en compétences. Donc là, c'est pareil. Je reviens sur quelques éléments que j'ai évoqués juste avant, mais je vous invite à prendre connaissance des ressources qu'on a. J'aurais aimé pouvoir rentrer plus dans le détail, mais le temps nous est compté. Au niveau des études qui sont réalisées, donc on a fait une étude qui fait une synthèse des enjeux scientifiques, réglementaires et aussi un état des lieux des pratiques opérationnelles sur la biodiversité en immobilier et dans la ville, qui était un peu la base, même pour nous en interne, un panorama de où sont les enjeux, etc. Donc, vous pouvez retrouver ce genre de plutôt grosse étude sur notre site internet, mais aussi des supports un peu plus légers. Donc, il y a les Big Stories, vous avez peut-être eu l'occasion de les voir, qu'on a exposés ici, qui sont des retours d'expérience de terrain qui sont ouverts d'ailleurs à tout. On est très intéressé d'avoir davantage de retours d'expérience. Donc, j'invite toutes les personnes intéressées à y prendre part. Des supports de sensibilisation avec des infographies, etc. également. Et puis, l'étude que j'évoquais sur les co-bénéfices liés à la biodiversité.
Et puis aussi, on parlait visite de site, atelier. Donc, vous avez peut-être vu pendant le petit déjeuner aussi, on avait mis un support qui montrait des photos de ces différents événements, mais c'est vraiment très important dans la construction de ces référentiels et de tous les objectifs qui nous animent. Donc, tout ça nous a bien occupés pendant ces 2 années. On a encore beaucoup de projets et je vais passer donc aux perspectives et aux prochaines étapes du programme pour le temps à venir. Donc, on parle de mesurer la biodiversité. Là, il y a encore beaucoup de travaux en cours et à venir. Donc, bien sûr, il y a de nouveaux référentiels et de nouveaux indicateurs. Vous l'avez vu tout à l'heure par rapport à l'architecture de Biodibat. On a aujourd'hui des travaux sur l'ajout d'un module qui permettrait de mesurer l'impact d'un projet immobilier, donc avec une comparaison avant-après, ce qui n'est pas le cas de l'indicateur que je présentais tout à l'heure, qui s'intéresse plutôt aux bâtiments existants en tant que tels. Des nouveaux indicateurs de co-bénéfice en 2024. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est l'amélioration des méthodologies et de l'interprétation des indicateurs qui sont déjà développés. Donc là, il y a des travaux pour, à nouveau avec le Muséum national d'histoire naturelle cette année, pour faire des analyses statistiques, des analyses de vérification de nos modèles et puis des analyses de pertinence écologique sur le terrain des indicateurs qui sont développés. Donc ça, on attend beaucoup des retours pour continuer à améliorer notre produit, si je puis dire. Un partenariat aussi avec Sciences Po pour regarder ce qui se passe dans les autres pays européens avec l'école urbaine de Sciences Po. Et puis, au-delà de ça, on continue toutes les actions au niveau de l'accompagnement des acteurs de la filière. On est en train de travailler sur une grosse étude qui va permettre de repositionner l'outil Biodibat et l'approche de Biodibat dans le contexte des nouvelles exigences de reporting et d'élaboration d'une stratégie biodiversité pour les acteurs de l'immobilier, qui sera publiée d'ici la fin d'année, qui permettra aussi de repositionner tous ces indicateurs que je présente dans une démarche de stratégie d'entreprise. Et puis aussi un gros décryptage de toutes ces nouvelles exigences. Donc là, je parle CSRD, taxinomie, TNFD, SBTN et tous les acronymes qui vous parlent peut-être plus ou moins. Donc d'ici la fin d'année, on est aussi en train de lancer des travaux sur la biodiversité grise. On poursuit l'accompagnement sur la prise en main de l'outil Biodibat avec les opérationnels, mais aussi avec d'autres acteurs, plus avec des collectivités, des acteurs publics. Un travail aussi avec le gouvernement, on aura l'occasion d'y revenir juste après, pour pousser pour que ces méthodologies soient adoptées au niveau global. Et puis, on est en train de lancer un travail un peu plus conséquent sur la formation en tant que telle des professionnels, mais j'en dévoile pas plus aujourd'hui, mais ça fera partie probablement de l'ordre du jour de l'année prochaine. J'ai mis ce récapitulatif de Biodibat dans la plateforme et des indicateurs disponibles et des indicateurs à retravailler. Je ne le commande pas tant que ça parce qu'on a déjà évoqué les différents indicateurs, mais vous aurez la présentation, donc je trouve ça assez structurant d'avoir cette vision globale. Et donc, pour conclure, avec ce programme, ce qu'on fait, on va dire, c'est d'apporter une réponse collective, sectorielle, dans tout ce cadre réglementaire qui est en évolution, avec des méthodologies qui sont ambitieuses. Donc, de fournir un outil d'aide à la décision qui permettent à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un ensemble d'activités immobilières, de déjà se mesurer et puis mettre en place sa stratégie d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment indispensable de pouvoir passer à cette échelle-là. Il y a beaucoup de choses sur le terrain qui sont déjà réalisées, mais l'idée, c'est de pouvoir faire communiquer cette échelle groupe et puis cette échelle terrain par des indicateurs qui font le lien entre les deux. Le fruit d'un travail collaboratif, on l'a vu, l'animation d'une communauté d'acteurs engagés. Donc là, on est toujours très, très enclin à ce que davantage d'acteurs nous rejoignent aussi pour co-construire avec nous ces approches. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, une volonté de rendre accessible l'écologie à toutes et tous. Donc, on garde une rigueur scientifique dans nos travaux. C'est très important. Et pour nous, ça fait vraiment, c'est vraiment l'idée de pouvoir à chaque fois
garder, c'est ça, garder cette rigueur dans les outils qu'on développe, faire de la pédagogie sur les indicateurs, ils sont pas bons, mais c'est pas grave, en fait, c'est normal. Et puis pas pour autant mettre à chaque fois en avant toutes les réalisations. Des fois, il y a des choses qui sont petites, qui apportent pas beaucoup, mais qui servent quand même. Et ça, c'est indispensable. Voilà, donc je suis très heureuse aussi de pouvoir du coup passer. On a été en contact avec le ministère de la Transition écologique dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale biodiversité. Loïs l'a dit en introduction tout à l'heure. Et donc, Madame la ministre nous a fait l'honneur de nous apporter son soutien. Et donc là, je vous laisse diffuser la vidéo. Mesdames, Messieurs, chers amis, je peux malheureusement pas être parmi vous, mais je me réjouis de pouvoir m'adresser à vous pour célébrer ces 2 années intenses de travaux pour le Biodiversity Impulsion Group. En fondant l'Observatoire de l'immobilier durable, il y a plus de 10 ans déjà, vous étiez nombreux à avoir une longueur d'avance, une réelle longueur d'avance pour apporter des solutions concrètes à un secteur qui consommait, oui, beaucoup d'énergie et beaucoup de foncier. Mais en accompagnant les entreprises de votre secteur, vous avez permis de mettre en œuvre des réglementations extrêmement ambitieuses. Je pense naturellement à votre engagement pour la sobriété du secteur du bâtiment tertiaire. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment se transforme bien sûr. Et grâce à Big, eh bien, vous continuez à défricher le terrain pour que l'acte de construire, l'acte d'aménager se conjugue dorénavant avec un acte de protection et de restauration de la nature et de la biodiversité. La protection et la restauration, ce sont 2 enjeux, en tout cas à mes yeux, les 2 enjeux principaux de la stratégie nationale biodiversité que j'aurai l'occasion de dévoiler dans le prochain mois. Mon objectif est extrêmement clair. D'abord, on s'assure que la biodiversité soit prise en compte partout, dans chaque politique publique, dans chaque secteur économique et dans la vie quotidienne des Français, bien sûr. Mais nous devons aussi réduire les 5 grandes pressions qui pèsent sur la biodiversité et qui provoquent son effondrement. Mais encore plus, qui touchent notre façon de vivre. Je pense bien sûr à l'artificialisation des milieux naturels, aux pollutions et évidemment au changement climatique. La stratégie nationale biodiversité, elle est à la fois une ambition et une orientation politique. Elle doit être, d'une certaine manière, un outil qui doit être approprié par le plus grand nombre. Et bien sûr, par les acteurs économiques qui dépendent, pour beaucoup d'ailleurs, de services rendus gratuitement par la nature. Je sais que Big partage cette ambition et en 2 ans, vous avez pris à bras-le-corps l'enjeu de fournir des méthodologies à votre secteur, votre outil de cartographie et en ce sens une qualité exceptionnelle et non seulement pour orienter le choix des décideurs, mais plus. C'est là où on peut se concentrer quand il y a des impacts sur la biodiversité pour qu'ils soient plus faibles encore. Mais vous avez aussi su calculer le potentiel d'accueil de la biodiversité dans les bâtiments existants. Cette approche, en tout cas, elle est essentielle lorsqu'un aménageur souhaite répondre à 2 enjeux prioritaires. Construire la ville sur la ville, en mobilisant le foncier existant, en le rénovant sans détruire inutilement de la nature, mais aussi remettre la nature au cœur de nos villes, pour que d'une certaine manière, tous les avantages qu'elle nous apporte dans la gestion de l'eau, mais aussi pour apporter de la fraîcheur, mais aussi, j'avoue, du plaisir et de l'émerveillement. Chers amis, vous avez pris un temps d'avance, il est certain, dans un secteur où beaucoup imaginent encore très éloigné des enjeux liés à la biodiversité. Ce temps d'avance, vous l'avez pris en mobilisant des entreprises de l'aménagement, de la construction, des propriétaires fonciers, et des propriétaires fonciers qui se sont alliés aussi avec des partenaires scientifiques et des partenaires de renom, je pense évidemment au Muséum national d'histoire naturelle. Votre démarche est donc exemplaire, et pour les autres secteurs, mais aussi, ça prouve que c'est possible. Encore une fois, j'aurais adoré vraiment être avec vous pour célébrer vos travaux, vos réussites, mais aussi vos challenges. En tout cas, que vous donnez et vous donnez pour les années à venir qui viennent, ça, c'est mon vœu le plus cher. Vous pouvez compter sur mon engagement pour vous soutenir, pour vous accompagner, et finalement, nous partageons tous une seule et unique ambition, aller plus loin pour la nature, donc go big for nature. Voilà, donc mon mot de conclusion, ce sera un grand merci à toutes les personnes impliquées pour
en arriver là aujourd'hui et donc je vous laisse entre les mains de Pierre pour la fin de cette conférence. Oui, je sais. Qui a tenu le timing. Alors, nous sommes en retard. Une foule compacte va entrer dans le pavillon de l'Arsenal qui ouvre à 11 heures. Non, plaisanterie mise à part. Nous sommes un peu en retard, mais tout est important et intéressant. Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir, mais avant, je vais vous donner quand même le thème. Ce n'est pas parce que nous sommes en retard qu'il faut faire ça de manière décousue. Comment mettre en mouvement collectivement les acteurs de la ville pour l'action en faveur de la biodiversité? C'est le thème qui a été défini avec Delphine, qu'on peut applaudir encore, qui fait un travail remarquable avec toute son équipe. Et pour en parler dans l'ordre alphabétique, mais aussi dans l'ordre de prise de parole, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Chevalier, responsable du développement durable pour le groupe RATP. Stéphanie, vous pouvez nous rejoindre. Olivia Conil-Lacoste, directrice du développement durable de Bouygues Immobilier et présidente du CIBI. Élodie Dorfiac, maire adjointe en charge de la transition écologique des mobilités et des espaces verts de la ville de Châtillon. Et enfin, Madeleine Masse, architecte urbaniste, fondatrice de l'atelier Soil. Nous avons 3 représentantes des acteurs privés, 2 de la promotion et des foncières, 1 de l'urbanisme et une actrice de la sphère publique. Ça nous promet un débat passionnant dans une durée relativement raccourcie d'une 20aine de minutes. Tout d'abord, sans plus attendre, la parole est à Stéphanie. Stéphanie, vous avez une double vision puisque vous aviez rejoint Big il y a 2 ans en passant d'un opérateur que l'on peut citer, qui est Nexity. Je crois que sa directrice du développement durable est dans la salle. Et aujourd'hui, la RATP. Comment est-ce que vous vivez ce sujet de la mise en mouvement des acteurs de la ville, côté privé, et puis à l'interface à laquelle vous êtes, côté RATP maintenant? Alors, en passant d'un acteur donc privé à un acteur public, je peux voir personnellement qu'on traite les choses de manière différemment, mais complémentaire. Alors, pour resituer les métiers de la RATP, pour qu'on me donne la parole quand on parle de promoteur, vous connaissez certainement la mission de service public de la RATP, d'opérateur de transport, de gestionnaire d'infrastructure en Île-de-France. Mais la RATP, c'est également un acteur urbain. Donc, on est propriétaire foncier, gestionnaire de 500 000 m² de surface tertiaire et industrielle. Donc, quand on parle de locaux industriels, il s'agit de bâtiments logistiques, d'ateliers de maintenance, etc. Mais on est également bailleur social, donc on gère 9 000 logements en Île-de-France notamment, et on exerce des activités de maîtrise d'ouvrage. Donc ces activités de développement de projets, elles se situent sur des projets de tertiaire et des projets urbains mixtes, souvent en imbrication avec des activités industrielles. Et la particularité de ces projets, c'est qu'ils se situent sur des parcelles souvent enclavées, en milieu urbain très dense, donc Paris intramuros et Petite Couronne. Et le travail qu'on y fait en matière de biodiversité, c'est qu'on cherche déjà à les ouvrir, à les désenclaver, ces parcelles, à les rendre accessibles au public, à les végétaliser, si possible en pleine terre, à végétaliser les toitures dès lors qu'on peut le faire. Et sur le sujet de la biodiversité, on est passé de... C'est un peu la transition qu'on est en train de faire. C'est historiquement, on a végétalisé et on s'est employé à compter les mètres carrés. Donc, c'est les premiers indicateurs qu'on a pu compiler, on va dire. Et aujourd'hui, on veut passer à un stade supérieur et le programme BIG nous aide à le faire, nous aide à grandir là-dessus. C'est comment on va arriver à mesurer ce qu'apportent ces mètres carrés d'espace vert, quoi. Si je dois plus développer ce qu'on fait au sein de BIG sur cette approche d'écologie scientifique, c'est exactement ce dont a parlé Delphine juste à l'instant, de valoriser ce qu'apporte la biodiversité aux usagers des bâtiments, aux riverains, aux citoyens. Et cela, on a complètement adopté l'approche des co-bénéfices, puisque l'avantage qu'on y a vu, c'est que ça permet de concerner le plus grand nombre, ça permet de concerner les gens, en tout cas
les gens qui n'étaient pas concernés par la préservation de la biodiversité pour elle-même. Et aussi bien sur nos projets de construction neuve, où c'est une formidable aide à la décision pour réaliser un avant-après et voir si notre projet fait réellement du bien aux vivants, du bien à la nature. Ça permet de nourrir des plans d'action lorsqu'on a un parc, des plans patrimoniaux pour adapter ce parc au changement climatique. Ben voilà, c'est déjà super, Stéphanie. On va vous rendre la parole tout à l'heure, je ne veux pas vous couper. Et c'est extrêmement important ce que vous dites sur ce public qui est à la fois le public interne de la RATP, mais aussi les citoyennes et les citoyens que nous sommes tous et qui sont les usagers de vos services et des espaces dont vous avez la charge. Exactement. Exactement. On a cette particularité-là et je pense que c'est aussi le secteur qui veut ça. On a tous des parties prenantes avec lesquelles on échange régulièrement. Et les citoyens dont je parle, ils sont également usagers, ils sont parfois nos collaborateurs, donc on a un enjeu de marque employeur évidemment qui est assez fort. Et on a également un enjeu de qualité de vie au travail, de conditions de travail, de bonnes conditions de travail. Ce dont on s'est aperçu avec la biodiversité, comme avec énormément de questions environnementales et écologiques au sens large, c'est que ce sont des notions complexes à aborder, complexes à appréhender, complexes à traduire, qu'il y a énormément d'interactions entre les différents sujets. Nous-mêmes, lorsqu'on en parle dans une direction RSE, on est censé porter une parole, mais on n'a pas forcément les bons mots pour en parler. Donc on a besoin d'outils là-dessus. Je parlais d'outils de mesure, mais également d'outils de sensibilisation. Il faut qu'on soit capable de parler à des sachants, à des non-sachants. Et ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Sur nos projets, on échange quotidiennement, on échange étroitement avec des collectivités, notamment la ville de Paris, et les villes, les élus. Et donc, je te regarde parce que, évidemment, exactement, quand je dis que les non-sachants ne sont pas ceux que l'on croit, c'est qu'on peut arriver devant des élus qui sont beaucoup plus informés que nous, et on se doit d'apporter des preuves de ce que l'on dit. Il faut que ce soit matériel, il faut que ce soit le plus transparent possible, et il faut aussi oser le dire lorsque nos projets ont des impacts, parce que nos projets ont des impacts, ils apportent des co-bénéfices, mais ils apportent aussi un lot d'impacts négatifs qu'on se doit d'améliorer. Et du coup, ce levier de sensibilisation, on a énormément de travail là-dessus, parce que à toutes les strates de l'organisation, on a un besoin de pouvoir embarquer tout le monde, de la hiérarchie qui doit porter des ambitions claires et des objectifs, jusqu'aux responsables d'opération et des gestionnaires de bâtiments qui doivent traduire dans leur mode de gestion et dans leur activité quotidienne des objectifs de préservation de la biodiversité. Merci Stéphanie. Alors justement, embarquer tout le monde, y compris les usagers, c'est ce que vous avez fait, Olivia Conil-Lacoste, chez Bouygues Immobilier, notamment vis-à-vis des habitants, des logements, avec tout un programme autour de l'intégration de la biodiversité. Comment est-ce que vous le vivez? Et puis vous avez parlé de mesures, Stéphanie, je crois que la métrique est une de vos obsessions, et c'est très bien puisque nous sommes ici avec Big pour mesurer et rendre compte. Qu'en est-il chez vous, chez Bouygues Immobilier? Alors, Bouygues Immobilier s'est mis une ambition il y a 3 ans maintenant, de dire comment on a une approche systématique sur l'ensemble de nos projets et comment on contraint quelque part les équipes, comment on les challenge pour intégrer la biodiversité de manière effective. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la première mesure qu'on a prise, la base, c'était justement d'essayer de donner une approche avec des indicateurs. On a le bilan carbone, tout le monde comprend le bilan carbone, et en biodiversité, comment en utilisant les outils de l'entreprise, que les ingénieurs, parce qu'ils ont une approche ingénieur, connaissent déjà, comment on arrive à créer de la mesure. C'est pour ça qu'on a développé un coefficient de biotope par surface interne à l'entreprise, parce que malheureusement, il n'existe pas encore de coefficient de biotope par surface partagé par l'ensemble des villes aujourd'hui, même si on travaille quand même à une harmonisation de ces approches-là. Et on a commencé à challenger nos équipes pour qu'elles atteignent des scores sur leurs opérations de coefficient de biotope par surface, c'est-à-dire de surface favorable à la biodiversité, soit perméable, soit végétale. Et donc, cette approche par les surfaces, c'était, disons, le socle de notre démarche. Et aujourd'hui, on a un indicateur extra-financier qu'on se fait auditer là bientôt, qu'on remonte,
et qui traduit cette approche sur l'ensemble de nos projets. Donc, simplement pour dire que la mesure, quelque part, et c'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, finalement, c'est ce qui va nous permettre de grandir sur ce sujet-là, un partage de mesures. Alors, on l'a fait uniquement à l'échelle de notre entreprise. Et puis, tu parlais des usagers. On a essayé, et du foncier, on a essayé de compléter cette approche de la mesure et des surfaces par une approche qualitative. Comment ? En amont, on s'oblige à faire passer un écologue sur tous nos projets, comprendre la qualité du foncier. Et en aval, on a développé un concept de jardin qualitatif, favorable à la biodiversité, à développer sur nos opérations. Donc, quelque part, on a contourné la question du qualitatif en se disant on prend un objectif mesurable de surface, le CBS, et puis derrière, on développe une approche qualitative amont et aval. Et puis, tu parlais des usagers, on a essayé de prolonger ça après en travaillant sur la gestion des sites, c'est-à-dire tous les contrats de gestion, essayer de les contraindre, on va dire, même si on est un promoteur immobilier, qu'on rend les clés et qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au syndic ? Et puis, en créant même un indice de notation de nos projets qu'on a commencé à tester pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le long terme. Ça, c'est à l'échelle de Bouygues Immobilier. On comprend bien qu'aujourd'hui, moi, je suis très fière de ce qu'on a fait, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, je dirais, à 2 titres. Le premier, c'est qu'il faut qu'on crée absolument sur la biodiversité un langage commun, partagé par la collectivité, partagé par les investisseurs. Et ça, je pense que Big, et c'est pour ça qu'on y est, c'est pour ça qu'on y a été depuis le début, va être un super véhicule pour ça. Aujourd'hui, moi, je suis un peu taquinée par tous les exercices de conformité qui nous tombent dessus, taxinomie, CSRD. Alors, taxinomie, je suis super déçue, personnellement, parce que au niveau écosystème sain, je dépose un PC, on considère que j'ai fait le boulot. Non, tout ce que j'ai mis en place dans l'entreprise, ce n'est pas valorisé dans la taxinomie européenne. Dommage, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous financent et ceux qui financent ceux qui nous achètent, ils commencent à regarder les critères de la taxinomie. CSRD, c'est un peu différent. On va commencer à regarder, tu en as parlé Delphine, la traçabilité en fait, des matériaux, la biodiversité grise aussi. Donc, avec la CSRD, on commence à être un petit peu plus exigeant quand même sur la biodiversité. Et donc, moi, je trouve que tout ce que fait Big, finalement, va peut-être nous permettre à terme, Biodibat, on a besoin d'outils comme ça pour avoir ces approches-là et pouvoir peut-être demain remonter des indicateurs dans le cadre de la réglementation. Et c'est pas simple, comme je viens de le dire, au niveau de la biodiversité. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a l'échelle spatiale. Ça, c'est l'échelle collective. L'échelle spatiale. On parle beaucoup de l'échelle du bâti. Donc, moi, je suis aussi présidente, tu l'as dit, du label Biodiversity qui s'est intéressé aussi à l'échelle bâti. C'est-à-dire, on a développé un label démonstrateur d'excellence. C'est différent d'une démarche de massification, mais à l'échelle du bâti et de l'îlot bâti, on en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui. Il faut absolument aussi une approche plus large, une approche par le contexte, et c'est ça qu'on aime bien aussi dans Biodibat, c'est que le premier indicateur, c'est un indicateur de contexte. Quels sont mes défis par rapport à mon contexte ? On voit que le label Biodiversity, il prend aussi ce chemin-là, puisqu'on déploie et on officialise là le label Biodiversity à l'échelle du quartier, Biodiversity Ready, on va en parler au Salon des maires. Et donc, ce qui est très, très intéressant avec la biodiversité, c'est non seulement trouver ces indicateurs qui vont répondre à des exercices de conformité, qui vont répondre à un challenge commun à l'échelle de l'îlot bâti, mais aussi finalement comment ce maillage de tout ce qu'on va faire à l'échelle de différents îlots va nous permettre de manière contextuelle et de manière plus globale de répondre à l'enjeu biodiversité qui ne peut se comprendre aussi que par le maillage de différents espaces verts qui ont une vraie fonction et des bénéfices en ville. Eh bien, cette connectivité avec les espaces environnants, elle est réelle. Il y a eu récemment un bureau d'études qui a consacré un webinaire à ça, je crois que c'était hier matin chez Arpastrans. Vous parlez de l'échelle du quartier. L'échelle du quartier, c'est aussi l'articulation entre public et privé. Donc, on va en parler avec le CIBI très bientôt au Salon des maires avec Biodiversity Ready. Mais lorsqu'un oiseau se pose sur une branche, il ne regarde pas si l'arbre est dans une parcelle privée ou publique. De la même manière, la goutte d'eau qui ruisselle en ce moment ne regarde pas si l'avaloir est dans le domaine public ou sur une parcelle de la RATP construite ou non par Bouygues Immobilier. Ça nous fait le lien avec vous, Élodie Dorfiac. Dans la vie, vous connaissez très bien le monde de l'entreprise et j'invite celles et ceux qui aiment l'histoire récente à laquelle nous invite, et j'insiste sur ce point, Marion Valeur, c'est de mettre les choses en perspective dans l'histoire de la ville. On va reparler avec Madeleine. Les Végétaliseurs est un mouvement qui a été créé il y a une quinzaine d'années et qui était une communauté Internet déjà très fournie à l'époque, et vous en étiez une des cofondatrices et animatrices, Élodie. Et aujourd'hui, vous êtes aux manettes des sujets qui nous intéressent aujourd'hui pour le compte de citoyennes et de citoyens qui sont les habitants de la ville de Châtillon. Comment est-ce que vous percevez les sujets dont on a parlé et cette action collective des acteurs publics, privés autour de ce sujet? Quels sont les enjeux pour vous?
À chaque fois, je prends un coup de vieux, Pierre. Ah non, c'était pas du tout l'objectif, pardon. Donc moi, je voulais un peu, voilà, je suis une jeune élue, ça fait 3 ans et demi que je suis première adjointe de la ville de Châtillon, au bout de la ligne 13, 40 000 habitants, moins de 4 km². Une ville très dense, très bâtie, très bétonnée. Je voulais un peu vous livrer mon rapport d'étonnement de ce que c'est qu'une jeune élue, notamment face à des promoteurs. Et rebondir sur ce qu'a dit Olivia d'abord en introduction, cette conviction dans la fabrique de la ville qu'il faut intégrer la biodiversité comme une composante transverse indispensable. C'est une conviction forte que j'ai, que mon équipe a. Il n'y a pas des bouts de biodiversité qui coexistent avec des morceaux de béton. Le bâti, privé, public, l'espace public, construit ou non, les composantes fixes, la mobilité, tout ça, ça implique en permanence de la transversalité. Tu l'as dit. Dans le même esprit, on l'a dit un peu avant, c'est important d'intégrer la notion de trame continue. Effectivement, on ne raisonne pas à l'échelle d'un bâtiment, d'une rue, à l'échelle du quartier, mais aussi des quartiers interconnectés entre eux. Par définition, le vivant, c'est fluide, c'est mobile, et on ne peut pas en fait intégrer la biodiversité comme une mosaïque d'espaces particuliers. Donc on va essayer, en tout cas moi j'essaye et mon équipe essaye de penser en transversalité, en cohérence, et ça tombe bien parce que c'est le job de l'élu. Notre job, c'est de prendre de la hauteur, c'est de faire en sorte que la gestion d'une ville, ce n'est pas une somme d'intérêts particuliers, mais c'est un intérêt commun. Une fois qu'on a dit ça, comment on l'intègre à la fabrique de la ville et à la politique publique de la ville? J'avais envie de vous partager 3 axes d'action. Le premier, c'est celui de la ville bâtisseuse qui s'appuie sur des outils réglementaires qui sont des outils extrêmement puissants. Le PLU, le plan d'aménagement, ils doivent absolument, et c'est le rôle du politique, être adaptés aux enjeux climatiques avec des pourcentages d'espaces verts en pleine terre forts, la préservation des arbres, des choix architecturaux dans les volumes, dans les matériaux, l'intégration des mobilités actives. C'est nous qui donnons les règles. Pour les promoteurs, pour les réaménagements de voiries, pour la construction d'équipements publics. Et donc, à Châtillon, on a des mantras. Je pense que je saoule tout le monde et mes enfants rient. Je passe mon temps à dire désartificialiser, désimperméabiliser, renaturer, végétaliser. J'arrive à le dire très vite, ça impressionne mes équipes. On est de l'ordre de la conviction, mais aussi de la programmation politique. C'est pas tout de le dire, il faut adapter les outils réglementaires. C'est la première chose qu'on a fait en début de mandat. On a fait 3 modifs de PLU. On a mis en cohérence nos priorités budgétaires. On fait de la transversalité avec les autres élus. Alors moi, j'ai la chance d'être élue à la transition écologique. Il n'y a rien de plus transversal. Depuis hier soir, je suis élue à l'urbanisme. Mais je travaille aussi... Ouais, je suis très fière. Félicitations, Élodie. Mais je travaille aussi énormément avec les élus à l'éducation, au sport, à la culture, à la sécurité. On fait de la transversalité, et croyez-moi, en tant qu'élu, dans une municipalité qui a une majorité large, ce n'est pas toujours simple. Le deuxième axe pour un élu, c'est un enjeu de formation. Vous l'avez dit, un enjeu de formation, de développement des compétences pour ceux qui font la ville, pour les équipes, pour les agents de la fonction publique dans les services. Il faut sensibiliser, expliquer, former, bien s'entourer. Et ce, dans tous les services. Là encore, les espaces verts, la voirie, l'urbain, ça paraît assez évident, mais aussi l'éducation, la sécurité, les sports, etc. Le vivant, il est partout. Il est certes dans les nouvelles constructions, mais il est aussi dans les cours d'école, dans les stades, il est à l'EHPAD, il est même au cimetière. Donc là encore, on va aller chercher de la transversalité, de la cohérence, et ça doit être porté par toute une équipe municipale et par tous les agents de la ville. Et enfin, le troisième axe, c'est un enjeu de participation publique. Par définition, l'élu, il est élu par des habitants et une fois passé le temps du vote, il faut réellement embarquer ses habitants. Il faut convaincre dans la durée, donc il faut expliquer, il faut concerter, il faut engager. Ça aussi, le mot concertation, il fait rire mes enfants parce que j'y passe mes soirées. Donc en fait, on fait de la conduite du changement à l'échelle d'une ville et de dizaines de milliers d'habitants. Parce que nous, on est tous convaincus, mais croyez-moi, quand moi je fais de la renaturation d'une rue et que je supprime 120 places de stationnement, il faut aller se concerter avec les commerçants. Quand on fait de la tonte différenciée, les mamies, elles ne sont pas hyper contentes d'avoir des grandes herbes. Ou quand vous faites une cour oasis, moi j'ai eu une grande surprise, c'est que le parent d'élève n'est pas votre allié, en tout cas pas systématiquement. Et pourtant, oasis is good.
Et pourtant, Oasis is good. Yes, Pardon. but it's difficult. Hein. Et puis, il y a de l'embarquement positif. Hein. On fait du jardin partagé, on fait des jardins pédagogiques, on fait des comptages. Voilà, je suis la nana, l'élu qui compte les hérissons. On monte des projets avec les écoles. Donc, tout ça, ça prend du temps. Voilà, vous voyez où je veux en venir pour conclure. Pour vous, pour moi, ça tombe urgemment dans le sens de l'histoire. C'est ce qui motive mon engagement personnel et professionnel. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et surtout, vous avez beau être élu, ça ne se décrète pas. Donc, il faut du temps, il faut de l'énergie pour transformer la ville, ses habitudes, ses acteurs. Vous allez me dire, il faut de l'argent. De l'argent, il y en a. Il y a énormément de subventions publiques, notamment. Il faut juste prendre le temps et l'énergie pour aller le chercher. Et là encore, c'est une affaire de conviction politique. Cette conviction, elle est clairement exprimée. Merci pour ce rapport d'étonnement de jeunes élus. Félicitations pour cette nouvelle délégation qui est en cohérence finalement avec la transition écologique et l'ensemble des sujets dont vous aviez déjà la charge depuis 3 ans et demi. Vous avez dit, ce changement, il ne se décrète pas. De la même manière que la biodiversité, on ne va pas la pousser. C'est un potentiel écologique que l'on mesure. On a vu des acteurs publics ou privés, opérateur immobilier, vous incarnez la puissance publique qui donne le cap, qui porte la vision, qui définit les règles et qui ensuite les explique sans relâche auprès des citoyens. Il y a une pierre angulaire qui manque, et évidemment, elle est là aujourd'hui pour nous en parler, c'est cette équipe de maîtrise d'œuvre qui pense large, qui pense dans le temps et de manière pluridisciplinaire. Nous pensons aux paysagistes concepteurs, évidemment, aux architectes et aux urbanistes. Finalement, c'est un condensé que vous incarnez, Madeleine, avec ce nom Atelier Soil qui nous titille. Pourquoi parler du sol au-delà de l'anglicisme? Quelle est votre vision des sujets que nous avons évoqués et cette action collective? Alors oui, Atelier Soil, c'est une déclaration d'amour clairement à la question du sol. Et c'est l'idée de défendre un nouvel urbanisme, une nouvelle manière de faire de l'urbanisme basée sur un urbanisme régénératif, donc qui prend en considération le sol. Donc c'est un peu le fondement de l'agence. Je voulais revenir aussi sur la question de l'échelle, rebondir sur ce qui a été évoqué par pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, le métier d'architecte a changé. Le métier d'architecte urbaniste. D'ailleurs, le pavillon de l'Arsenal incarne vraiment ce changement-là. Marion Valeur a parlé, capital animal, la question du sol vivant, l'exposition sur les énergies légères. Donc, l'acte de bâtir n'est plus justement uniquement le fondement de l'architecture. On a un peu fait une forme de transition. Et aujourd'hui, on reconsidère le sol sur lequel on est et le sol sur lequel on construit. Et donc, la question de l'échelle rentre complètement en considération, puisqu'on n'est plus à l'échelle du bâti ou aussi à la question de la parcelle. On réfléchit à la notion de territoire et on engage les questions de bassin versant, bassin servant, en tout cas toutes les logiques qui peuvent venir nourrir le projet et alimenter évidemment la question des corridors écologiques, les corridors de biodiversité, mais aussi tous les ingrédients qui rentrent en compte dans la conception du projet. Donc, l'échelle, la très grande échelle, l'échelle des biorégions par exemple, est une nouvelle considération ou réflexion très engagée dans nos réflexions d'architecture urbaniste. Donc, nouvelle considération du sol. On a parlé évidemment de la loi ZAN, du débat que ça engage, mais au-delà de l'exercice comptable, ça nécessite de mettre en place des nouveaux outils. Et donc, en tant qu'architecte urbaniste, et notamment à l'agence, on travaille sur de nouvelles cartographies. Parce que cartographier différemment, c'est aussi engager un nouveau dialogue avec les élus, avec les aménageurs, avec les opérateurs pour révéler en fait la biodiversité, le potentiel, la capacité du territoire à prendre en considération, en tout cas le projet à prendre en considération tous ces éléments-là. Cartographier, ça veut dire cartographier le vivant. Donc voilà, c'est la fin du plan masse et on est heureux que le plan masse se termine, en tout cas la culture du plan masse. C'est un nouvel urbanisme qui révèle en fait les potentiels de la structuration du sol, de la présence de la faune et de la flore et qui embarque du coup des nouvelles sciences qui n'étaient pas forcément totalement considérées par les architectes jusqu'à présent, qui sont évidemment les écologues et la science de l'écologie, mais aussi tout ce qui est les réseaux, la géologie, la géomorphologie et toute la considération de la biodiversité et du vivant dans les projets. Donc, les nouvelles sciences, et ce qui est important, c'est de les engager dès le départ. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Appeler les écologues, mais appeler les VRDistes, appeler toutes les personnes qui sont capables de nous apporter une connaissance de la structuration du sol et de la biodiversité. C'est absolument essentiel pour composer le projet. Donc, on n'est plus du tout dans un urbanisme où on construit des lots, on fait des voies, on viabilise le site et ensuite on réfléchit à la capacité du bâtiment à répondre aux enjeux de biodiversité. Là, on renverse complètement la table et on regarde d'abord la capacité du sol, du site et du territoire à accueillir du bâti
ce serait mieux de le réhabiliter, de le réinvestir à un bâti déjà existant. Mais quand on doit construire des nouveaux logements, il faut absolument regarder comment le territoire peut accueillir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça génère une nouvelle forme d'urbanisation, des nouvelles formes urbaines, des nouveaux espaces publics qui sont plus vernaculaires, qui sont plus dans une harmonie, comme le disait Gilles Boeuf tout à l'heure, avec le vivant, et qui est non plus une sorte de plan masse justement qui est figé et qui se met comme ça dans le territoire. Donc voilà, une nouvelle manière de faire de l'architecture et de l'urbanisme qui prend en considération ça, et une mise en dialogue avec tous les acteurs dans la façon dont on cartographie les choses. Cartographier, nous sommes assis sur le sol. Alors, un petit moyen mémotechnique, aujourd'hui, c'est l'Association française des pédologues, c'est la fresque des sols, et avant, c'était l'AFES, l'Association française d'études des sols. Je vous invite à le retenir, de façon à ce qu'on voit bien à quel point ce socle est important. Et ce socle, au-delà de la boutade, je vois Sabine qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» On va bientôt conclure, je vais poser une question à la cantonade. Il est public-privé. Je vais vous donner 3 statistiques. 70% des espaces dits de nature de la métropole de Lyon sont dans le domaine privé. Copropriété, jardin de pavillon, jardin d'entreprise, etc. Ce sont 50% des espaces verts de la ville de Nantes intramuros. Et ici même à Paris, si vous regardez les travaux de l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, qui ont été partagés notamment dans le cadre des travaux préparatoires du PLU bioclimatique, plus du quart de la surface de la ville est perméable, c'est-à-dire peut naturellement infiltrer l'eau, et on exclut de ce calcul le fleuve Seine et les canaux et les bassins. Et parmi ce plus de quart de surface perméable, 30%, plus de 30%, plus du tiers est en cœur d'îlot. Autrement dit, échappe quelque part à la puissance publique, à l'espace public qui est bien souvent, on le voit, saturé de réseaux, d'où la difficulté que nous avons aujourd'hui à répondre à des données quantitatives sur des nombres d'arbres à planter, des surfaces à végétaliser. Mesdames, à la cantonade, une réaction par rapport à ça en 2 points. D'abord, comment est-ce qu'on peut mobiliser le privé pour réussir cet objectif, puisqu'il détient la majorité du foncier, alors même qu'on parle d'une crise majeure de l'immobilier? Premier point. Et puis la deuxième chose, au fond, public ou privé, au-delà des oiseaux dont nous parlions tout à l'heure, de la goutte d'eau, il y a aussi un enjeu social de vivre la ville dense, parfois extrêmement dense comme on l'a dans Paris et Petite Couronne, quel que soit notre niveau social, à bénéficier d'espaces communs de nature. C'est peut-être demain une forme de droit en puissance. Donc comment est-ce que vous réagissez par rapport à l'engagement des acteurs privés, brièvement, et puis une massification pour rendre accessibles à tous ces espaces de nature, de manière assez brève pour que nous ayons la suite du programme par Sabine avant de nous quitter autour de l'exposition. Alors, qui veut prendre la main? Élodie. Olivia. Allez, Olivia, Élodie. Moi, je vais aller très vite. Il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. Voilà, on dit ça dans mon obédience. Il faut aller partout. On ne fait pas de l'écologie pour les bobos et pour les retraités. On en fait pour tout le monde. On travaille notamment beaucoup avec les bailleurs sociaux. Première couronne dans une ville du 92, c'est des acteurs fondamentaux. Donc il faut convaincre, répéter, continuer, faire du terrain, mais tout le temps, partout, avec tous les acteurs. Olivia, merci Élodie. Moi, je rêve d'outils qui contraignent le privé à intégrer la biodiversité, en tout cas qui donnent envie au privé d'intégrer la biodiversité. J'en vois 2. Le label Biodiversity, c'est un outil peut-être pour des collectivités pour demander à des acteurs privés de rentrer dans une démarche, de mettre un écologue dans les équipes, etc. C'est le premier. Mais je rêve aussi du gestionnaire d'actifs qui se dit je vais prévoir mon plan de rénovation de mes actifs, non pas seulement sur le prisme unique du carbone, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on entend, et les embauches c'est par rapport au carbone, etc., mais aussi sur le prisme de la biodiversité. Et si on arrive à faire ça, et je pense que ça, un BIG doit nous permettre d'y arriver avec le fait d'avoir des indicateurs partagés et de créer cette voie commune, c'est ça, c'est que demain, un actif il soit valorisé sous le prisme biodiversité et pas que du carbone, entre autres, en tout cas d'un point de vue extra-financier. Madeleine. Je vois plusieurs choses. La première chose, c'est la prise en considération des enjeux de l'espace public par le privé. Il y a des réflexions qui ont été menées, notamment l'étude sur les Champs-Élysées à Paris. Donc il y a un investissement de ce sujet-là par le privé. Ça pose beaucoup de questions, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe.
Il y a aussi, moi j'ai aussi des rêves, l'ouverture des cours de bureau par exemple, on parle ouverture des cours d'école, ouverture des cours de bureau, c'est-à-dire qu'on remet ces espaces-là pardon, dans la considération des espaces publics privés, on les reconnecte à la fois par l'accès mais aussi par considération des enjeux de biodiversité. Et dernière chose, le GIEC dit que chaque tonne de CO2 évitée compte, donc chaque mètre carré compte dans la transition et dans la prise en compte des enjeux de biodiversité. Stéphanie, le mot de la fin. Je retiendrai le mot ouverture. Pour rebondir sur ce qui a été dit, de sortir de la logique de cœur d'îlot pour les ouvrir et rendre accessibles, ces espaces. Et parce que la biodiversité, c'est un formidable levier de sensibilisation et ça concerne tout le monde. Donc, ce travail-là, je pense que même en tant qu'acteur public et privé, on se doit travailler main dans la main et de mobiliser les bons outils au bon moment pour que tout le monde partage la nature. Eh bien voilà, la biodiversité urbaine, c'est un enjeu de métrique, c'est un enjeu technique, c'est évidemment fondé sur les sciences, mais c'est aussi et avant tout une question de volonté, et public, privé doivent être unis pour plus de nature en commun. Vous pouvez les applaudir. Merci, mesdames. Et que serait Big sans la Big Conclusion, qui n'est pas une conclusion, qui est une ouverture, et je crois une invitation à prolonger l'action. Sabine Guetta, présidente du comité d'orientation de Big. Bon, donc nous avons pris, je sais pas, moi je suis petite, voilà. Donc nous avons pris beaucoup de retard, donc c'est un nouveau défi à relever. Cette fois, c'est de remonter le temps en arrière. Alors bonjour à tous, je suis absolument ravie de clôturer cette séance, cette matinée d'anniversaire. Pour moi, c'est une grande joie, c'est un grand honneur. Je sais à quel point dans cette assemblée, les sujets de biodiversité nous tiennent à cœur. Je sais à quel point ces sujets nous lient. Mais je pense qu'au-delà des sujets de biodiversité, il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous lie et que j'ai envie de résumer finalement en 3 mots, je dirais même plutôt en 3 verbes, qui sont sourire, agir et soutenir. Alors sourire, pourquoi sourire ? Déjà parce que nous venons de passer un excellent moment tous ensemble, parce que c'est l'anniversaire de Big et que finalement quand on souhaite un anniversaire, généralement on est heureux de le célébrer. Sourire parce que Gilles Boeuf nous l'a dit, c'est aussi une posture à avoir, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein. Il faut y aller, sourire parce que nous avons eu des interventions et des intervenants de grande qualité et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour tout ça. Sourire aussi parce que moi je suis très fière de l'avancée des travaux de Big. Merci à l'ensemble des partenaires, effectivement, qu'ils soient stratégiques, techniques, institutionnels, de nous soutenir effectivement dans cette démarche. Merci aux équipes de l'OID. Delphine a présenter les résultats, on n'en serait pas là sans cette coordination là, vraiment très tonique, tenue par Delphine. Malheureusement, malgré la dynamique engagée, la situation est malgré tout spectaculairement dramatique. La semaine dernière se tenait au Muséum national d'histoire naturelle, je ne sais pas si vous avez suivi ce point, le premier sommet mondial sur les pôles. Le One Planet Polar Summit, qui tirait encore la sonnette d'alarme sur l'effondrement de la cryosphère et alertait une fois de plus sur le défi inédit, climatique et de biodiversité, et puis par conséquent de santé, d'humanitaire, etc., que nous allons devoir relever. Alors, pour garder le sourire, définitivement, il est urgent d'agir. Pourquoi agir ? Vous l'avez vu, nous en avons la capacité. Nous l'avons démontré ce matin. La ministre l'a rappelé. Nous sommes précurseurs. À ma connaissance, aucun autre secteur d'activité ne s'est structuré sur le sujet de la biodiversité comme nous. Et je pense qu'elle a raison. Mais malgré tout, j'ai pourtant ce sentiment que nous sommes
toujours en retard au regard des enjeux. Et pourtant, il existe des solutions, on ne fait qu'en parler, on les présente, certains les mettent en œuvre, on l'a vu, on a eu des témoignages, je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, mais ce qui est certain, c'est que pour agir, il faut qu'on continue encore et encore de comprendre, de former. On a besoin pour ça de donner, on a besoin pour ça de tester, on a besoin d'utiliser tous les outils dont nous disposons, de les améliorer, d'en développer de nouveaux, s'ils sont plus efficaces, plus performants, s'ils peuvent nous donner une puissance de frappe encore plus importante. La création de BIG en tant que telle est un outil finalement dans sa constitution, hein, le fait de fédérer des acteurs, de co-construire ensemble un référentiel commun. Biodibat, que nous a présenté Delphine, est un outil, une plateforme cartographique qui est mise à votre disposition et qui est partagée. Les labellisations sont aussi des outils qu'il est très important d'utiliser. Ils permettent d'embarquer aussi des collaborateurs, de convaincre des collectivités locales ou d'aider des collectivités locales à embarquer des maîtres d'ouvrage, comme on l'a évoqué. Le CIBI, Olivia, qui en est donc la présidente, fêtait ses 10 ans il y a peu de temps. Et vraiment, je tiens à saluer le travail qui est réalisé sur ces travaux de labellisation, qui sont aussi en amélioration continue. Les bureaux d'études, ils sont nombreux, développent des outils que vous pouvez utiliser avec des analyses qui sont extrêmement intéressantes. Il faut les solliciter. Il faut que tous ensemble, on avance sur ces sujets de biodiversité. Mais ces outils sont-ils parfaits? Non, clairement non. La réponse est non, parce que ces approches écosystémiques, finalement, nous amènent à réaliser, et Madeleine l'a évoqué finalement à demi-mot, un nouveau regard sur les territoires, des nouvelles radiographies du territoire. Et donc, comme c'est nouveau, il faut bien un début sur ce nouveau regard qu'on porte sur le territoire. Et je voulais juste prendre l'analogie de la radiographie, parce que, je ne sais pas si vous savez, c'est donc Röntgen qui a réalisé la première radiographie de l'histoire. Et pouvait-il imaginer qu'un siècle plus tard, on inventerait le scanner ou l'IRM? Voilà. Ben non. Donc à un moment donné, il y a eu un point de départ qui était la radiographie, et la technologie, les progrès, le travail collectif a fait, comme on est arrivé à des niveaux de finesse qui sont encore plus importants. Et donc agir, c'est faire progresser ensemble nos outils et nos solutions. Et pour la petite histoire, le fameux Rönnberg, dans l'intérêt de la médecine, il n'a pas déposé de brevet de sa découverte. Eh bien, nous en sommes là. Nous travaillons dans ce même état d'esprit. Dans l'intérêt de la biodiversité, nous co-construisons les travaux et nos analyses de façon très ouverte et nous partageons les résultats. Protéger et restaurer la biodiversité, il faut le faire de façon adaptée, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, et notamment avec des solutions fondées sur la nature. Donc pour continuer de filer la métaphore de la terre malade à guérir, finalement ce que nous pouvons faire, c'est pratiquer une sorte d'acupuncture des territoires ou des bâtiments en identifiant bien où il est le plus efficace de stimuler en fait, les territoires, où les actions doivent être menées en cohérence avec l'ensemble des terminaisons nerveuses finalement de ce territoire, qui seront ici des corridors écologiques, des aires protégées, des services écosystémiques, etc., etc. Voilà, enfin, il faut soutenir la prise en considération de la biodiversité partout et donc à toutes les échelles. Je dirais même plus, il faut se soutenir pour réussir à faire opérer le virage de la biodiversité dans notre secteur. Alors comment on peut le faire? Tout d'abord, en poursuivant les travaux que nous avons engagés avec BIG. Delphine en a déjà parlé, le sujet des co-bénéfices, de la réglementation, de la biodiversité grise, etc. etc. Mais aussi en se fixant des nouvelles perspectives. Nous aspirons vraiment à passer à l'échelle sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'échelle avec les entreprises, qu'elles en comprennent encore mieux les enjeux, qu'on embarque les collaborateurs, qu'on les forme sur ces sujets-là, qu'on les aide à transformer la pratique de leur métier. On a aussi un enjeu d'embarquer l'ensemble des parties prenantes et notamment resserrer le lien avec les collectivités locales pour mieux les sensibiliser à ces enjeux ou mieux travailler ensemble. Et ça, on souhaite le faire avec l'ensemble de nos partenaires scientifiques, stratégiques,
techniques. On s'est aussi fixé pour ambition de publier le premier baromètre de la biodiversité, le premier baromètre annuel de la biodiversité. On a besoin d'avoir des données. Elles sont riches et nécessaires pour améliorer nos analyses et grandir sur le sujet. Et puis, on l'a évoqué, Olivia l'a aussi évoqué avec ses sujets de taxinomie, etc. Nous sommes en train de créer des nouveaux référentiels. Notre souhait, c'est de coopérer de façon encore plus proche avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que les métriques que nous sommes en train de développer deviennent des métriques références à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle européenne. Comment soutenir encore ces sujets de biodiversité? Si je vais dans la continuité du souhait de Madame la Ministre, c'est aussi que l'OID, à travers le programme BIG, puisse être un véritable relais pour le secteur immobilier de la stratégie nationale de biodiversité. Voilà, donc vous l'avez bien compris, nous ne sommes qu'au début de l'aventure. Avoir un temps d'avance, c'est bien, mais ce n'est pas un état de fait. Donc il va falloir continuer de se mobiliser, il va falloir continuer de sourire, parce que c'est bon pour la santé et que ça donne des bonnes ondes. Il va falloir continuer d'agir, car je le rappelle, nous en avons la capacité. Alors c'est vrai, ça nécessite un peu de courage, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite d'avoir du contenu, ça nécessite aussi surtout d'avoir des solutions. Il faut continuer de soutenir, de se soutenir, nous, les acteurs de l'immobilier, pour opérer cette transformation. Et tout cela, c'est ce que nous tâchons de faire avec le programme BIG, au sein de l'Observatoire de l'immobilier durable, parce que nous considérons que nous sommes plus forts ensemble. Et mon souhait aujourd'hui, le cadeau qu'on pourrait faire pour BIG, c'est que BIG soit porté par davantage de partenaires. Alors bien sûr, pour grandir, pour avoir plus de moyens, pour qu'on soit encore plus fort sur ces sujets-là, mais pas uniquement. J'aimerais que nous puissions démontrer, au travers d'une action collective de grande ampleur, que le secteur de l'immobilier est prêt, que le mouvement est engagé en profondeur, que la filière dans son ensemble est bien en train de se réinventer. J'avais écrit dans un nouvel équilibre, et j'ai compris qu'il ne fallait pas dire ça, donc de se réinventer dans une nouvelle harmonie homme-nature, qu'à chaque fois que l'on décide d'engager un projet, on se pose la question, est-ce que cette action est bonne aussi pour la nature? Voilà, je souhaite un très joyeux anniversaire à BIG et merci à vous tous pour votre présence.